Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur Next Gen Auto. On est ensemble pour débriefer le Grand Prix de Singapour qui a eu lieu hier et qui a été remporté par George Russell sur le circuit de Marina Bay. Un week-end nocturne mais qui a été diffusé évidemment aux horaires normaux en Europe puisque c'était à Singapour. On est deux ce soir pour le débriefer. Il y a Franck avec moi, ça va Franck ? Bonsoir tout le monde, écoute, oui, ça va très bien. Un Grand Prix de Singapour, voilà, qui a marqué comme tu dis, le titre de McLaren. Bon, c'était un petit peu attendu, c'était même attendu un petit peu avant, voilà, mais bon, c'était un peu chaotique à Bakou. C'était un peu moins chaotique à Singapour, mais bon, c'est quand même pas McLaren qui l'emporte, hein, quand même. Faut le noter. Donc voilà, écoute, pas mal de choses à dire, même si la course a été plutôt tranquille. Hein. C'est du Singapour sans voiture de sécurité, je crois que c'est la 12e fois de suite seulement que ça arrive. C'est ce qui est quand même assez rare. Ce qui témoigne d'ailleurs de la qualité du peloton. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est intéressant à souligner. Donc voilà, ça n'a pas été le Grand Prix du siècle, hein, soyons clairs. Hein. On n'est pas là pour vous survendre, effectivement. Non. Des choses, mais voilà, il y a quand même des choses très intéressantes pour la fin de la saison qui ont été tirées en termes de leçons. Et on a hâte de partager ça avec vous. Tout à fait. Alors comme le dit Zoran, c'est présentateur de l'objectivité, comme le t-shirt le souligne évidemment. Moi j'ai mis mon t-shirt de gala puisque il y a quand même un titre mondial à célébrer et j'affiche régulièrement mes préférences, vous le savez très bien. Mais effectivement, 3e Grand Prix de suite, sans victoire de McLaren, victoire de George Russell devant Max Verstappen et puis Lando Norris et Oscar Piastri. Donc on reviendra un petit peu plus tard sur le week-end de McLaren qui a été quand même, il faut le dire, moins pire que Bakou, et heureusement parce que c'était quand même pas terrible à Bakou, mais qui était quand même un petit peu difficile pour l'équipe. Et par contre, pour qui ça n'a pas été difficile, c'était George Russell, puisqu'il a fait la pole position et il a gagné avec une aisance qu'on n'attendait pas, que lui-même n'attendait pas, puisqu'il avait dit tout simplement que Singapour serait sûrement dans le top 3 des pires circuits. Donc comme on le dit souvent depuis maintenant 2 ans ou 3 ans, quand Mercedes n'a pas de résultat, ils savent pas pourquoi, mais quand ils gagnent, ils savent pas pourquoi non plus. Et la maxime se vérifie encore cette fois-ci avec la pochette surprise. Avec une W16 voilà, qui a été qualifiée de pochette surprise globalement, c'est F1 moderne a été qualifié de pochette surprise par Mercedes. Qu'est-ce que tu as pensé de ce week-end de Russell et puis déjà du pilote lui-même et puis de l'équipe? Alors oui, c'est sûr que bon, le circuit urbain, la Mercedes aime plutôt ça. Le problème, c'est le circuit urbain plus chaleur en général, ça fait pas trop bon ménage. Et là, pourtant, ça a bien fonctionné. Donc voilà, c'est clair que c'était une surprise pour eux, clairement déjà. Russell a expliqué que peut-être effectivement le resurfaçage de quelques parties du circuit ont pu un peu aider aussi Mercedes à mieux gérer ses pneus malgré la chaleur et l'humidité ambiante qui n'ont pas été évidentes, hein, comme vous l'avez pu le voir, je pense en fin de course, les pilotes étaient quand même bien atteints par tout ça, même si Max Verstappen a pris soin de ne pas s'allonger en compagnie de Russell et Norris au bord du podium, il était quand même bien marqué aussi, Nami Max, donc ce qui prouve bien que ce Grand Prix c'est pas du tout fait dans des conditions froides, hein, que Mercedes apprécie en général. Moi j'ai envie de dire que c'est aussi la prime au développement qui a continué. C'est d'ailleurs un petit peu comme ça que McLaren l'a expliqué aussi, c'est que Mercedes et Red Bull font partie des deux équipes qui ont amené encore quelques pièces à gauche et à droite, notamment pour essayer de comprendre un petit peu ce qui allait pas sur leur monoplace. Bon, Red Bull clairement c'est pour Max Verstappen qui a encore des chances pour le titre pilote, mais Mercedes clairement il y avait une petite erreur d'appréciation avec la suspension arrière, qui a été rectifiée à partir de la Belgique, et depuis ça a l'air d'être reparti dans le bon sens. Ce serait un peu dommage pour eux qui commencent à comprendre ces F1 F1 seul, alors qu'il reste 6 courses maintenant, c'est ça? Oui. 6 courses et 3 sprints. Bon, voilà, c'est ça. Il y a quand même de quoi faire. Hein. En d'autres temps, ça ferait la moitié de championnat. Hein. Mais voilà, non, c'est
c'est bien, mais le problème, c'est que comme ils comprennent pas, on sait pas si ce sera rééditable ou pas. Donc, bravo en tout cas à Mercedes. Et je dis bravo à George et à Kimi aussi, parce que Kimi aussi a été quand même vachement dans le coup. Très incisif, très rapide, sans commettre d'erreur, à part des tracks limites qui lui ont coûté quelques temps annulés, qui lui ont un petit peu, je pense, pénalisé sur sa position de grille. Mais non, les deux pilotes Mercedes étaient dans le coup. Et je crois que Russell a marqué s'il y avait encore besoin de marquer un point, dans l'esprit de Toto Wolff, sur le fait que, bon, ce serait quand même bien que ce contrat tant attendu soit annoncé, et pas un contrat non plus, à la 1+1 ou à rabais. Clairement, c'est pas quelqu'un qui mérite, et il l'a vraiment prouvé encore une fois, qui mérite, un contrat 1+1. Certes, ce n'est pas encore Lewis Hamilton, en tout cas le Lewis Hamilton des grands jours qu'on a connus dans les années 2010, mais Russell mérite tout à fait un contrat intéressant, autant en termes de durée que de salaire, que d'obligations marketing, puisque c'est un petit peu là-dessus que tout s'achoppe. Il se dirait aussi que, d'ailleurs, dernière information, que Russell cherche aussi à avoir ce contrat via un manager indépendant, peut-être aussi pour commencer à s'émanciper de Mercedes. Ça, c'est la clé, je pense. Ce qui peut aussi être pour expliquer aussi pourquoi ça traîne un petit peu. Mais c'est juste que s'il fallait encore prouver par A plus B plus C plus D que Russell méritait de rester chez Mercedes, cette victoire de Singapour, ce week-end de Singapour, l'a prouvé grandement. Clairement, moi je suis toujours assez impressionné de voir justement qu'il n'y a pas qu'on se presse pas chez Mercedes à signer un pilote qui fait de telles performances. Encore une fois, je pense que Russell est facilement dans le top 3 des meilleurs pilotes du plateau. Pour Kimi Antonelli, avant de revenir sur les contrats, Antonelli, Xoans dans le chat dit, avec une meilleure qualif, il aurait pu faire bien mieux. Je pense surtout qu'il y a un meilleur départ, parce qu'il se qualifie 4ème, mais il perd 2 places au départ, et derrière il se retrouve coincé derrière la Ferrari de Leclerc. C'est surtout ça qui lui coûte cher. Je pense que sans ce mauvais départ, il restait dans le rythme des McLaren, et effectivement il y avait peut-être la possibilité de jouer podium, compte tenu du rythme de la W16. Mais très bon week-end de Kimi, il n'y a pas de faute. Ça fait 2 très bons week-ends sur 2 circuits très sélectifs quand même, donc c'est rassurant, puisqu'il repart dans une bonne dynamique, à croire que c'était l'Europe qui lui plaisait juste pas. Mais c'est vrai que ça a été une bonne dynamique là, depuis 2 courses, et lui aussi du coup il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas prolongé. Après je comprendrais qu'il fasse un peu traîner Antonelli, mais c'est vrai que de faire traîner le contrat de Russell alors que concrètement ils auront pas mieux et que lui veut rester, ça me paraît totalement fou. Et c'est vrai que moi je serais n'importe quel directeur d'équipe, je pense que je tenterais de recruter Russell quoi qu'il arrive, même s'il y en a certains qui n'ont pas la place, mais parce que c'est vrai que Russell veut de la stabilité. Et je suis assez étonné que Wolff décide comme ça de ne pas lui offrir pour des raisons un peu obscures. Après, un 1+1 finalement, vu que 2026 tout est bouleversé, ça pourrait aussi aller dans le sens de Russell, parce que ça permet une porte de sortie. Si Mercedes se loupe complètement sur ou la voiture ou le moteur, j'espère pas le moteur parce qu'il y aura d'autres équipes qui vont travailler derrière, mais si le loupe sur la voiture, effectivement ça lui serait comme une petite porte de sortie peut-être plus facile. Mais bon, clairement en tout cas c'est pas ce que ces résultats doivent lui donner. Non, c'est ça. On est d'accord. C'est ça. Mais non, je pense que effectivement ça devrait être ça. Je pense qu'à mon avis, plus que 1+1, ce serait quand même logique. Après, à voir ce qu'ils feront l'an prochain aussi. Mais bon, ils ont l'air quand même confiants sur les dernières news du week-end que on va vers un accord et puis que ça va se faire. Mais c'est vrai que c'est encore une fois un peu comme à l'époque de Hamilton, quand Wolff s'est traîné les négociations en disant mais il faudra qu'on se rappelle de l'hiver 2021-22, je crois, où il dit il faudra qu'on trouve le temps de prendre. Il suffit juste qu'on mange ensemble et puis c'est validé. Mais n'empêche qu'ils ont mangé ensemble en février, quoi. Donc, j'ai toujours cette espèce de. En fait, Wolff, on dirait qu'il y a toujours un problème au moment de parler argent, au moment de parler contrat, et que finalement, il repousse un peu. Comment ? Il se dérobe. Ouais, c'est ça, il repousse un peu la chose. Alors que, en tant que PDG, team principal et actionnaire à 33% de l'équipe, c'est quand même son rôle. Et ouais, c'est assez bizarre de le voir faire les mêmes erreurs, parce que je pense qu'avec Hamilton, il avait failli le perdre aussi à cause de ça à un moment. Et de devoir faire les mêmes erreurs avec Russell, alors que Russell est quand même un jeune pilote qui pourrait signer pour du long terme, quoi. Après, en plus, je comprends pas pourquoi. Puisque de toute façon, Anthony, il a vraiment la main dessus. Si Verstappen devait venir en 2027,
avoir Russell sur un 2+1 ou un 2 ferme, je veux dire, non, voilà, tu accepteras, cher ami George, de faire équipe avec Verstappen. Bah oui, c'est tout. c'est ça. Voilà, et puis Antonelli, il sera casé quelque part ailleurs, et s'il a été très très bon en 2026 encore, ça devrait bien se bousculer aussi pour le récupérer. Hein. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Totalement. Donc voilà, moi je vois pas pourquoi en fait on proposerait qu'un 1+1 à Russell. Même si ça a été joué un petit peu le moyen de pression, c'est ce qu'il dit en tout cas, sur ses pilotes. Je vois pas quel type de pression il y a besoin de mettre sur Russell, en tout cas, ou Hamilton, hein, puisque même Hamilton. Bon, Hamilton c'est un peu différent, mais. Oui. Mais. Hamilton, c'est différent parce qu'ils jouaient les chiffres aussi, ils essayaient de baisser le contrat. Là, Russell, il est largement dans leurs moyens. Et en fait, même Antonelli, c'est ridicule parce qu'au final, on se rend compte que ça a été assez toxique. Le moment où ça a commencé à parler de son avenir non assuré, c'est là qu'il a commencé à être un peu en difficulté. Et Wolff se crée des problèmes qu'il n'est pas censé avoir, en fait, tout simplement. Donc, et je veux dire, il y a déjà assez de problèmes à résoudre comme ça. Ils ont quand même une voiture qu'ils ont du mal à faire fonctionner. L'équipe prépare un gros projet, forcément, comme tout le monde, pour 2026. Ça s'ajoutait des tensions et des inquiétudes et du stress là-dessus. Je comprends pas, ça me paraît aller à l'encontre de tout ce que Toto a dit depuis des années en disant que c'était de la bienveillance, que les pilotes devaient être dans une bonne condition, etc. Donc, je suis un peu sceptique du management de Toto qui commence, selon moi, à être un petit peu un manager à l'ancienne et qu'il n'y a plus vraiment sa place. Enfin, un management qui n'a de moins en moins sa place en F1 en tout cas. Donc voilà, après au demeurant, très très bon week-end de Mercedes, deuxième victoire de la saison, donc ça reste quand même une très bonne performance. Sur Ferrari. Surtout, il lâche Ferrari au championnat constructeur. Et 37 points même, parce que c'était 35 avant la disqualification, la pénalité d'Hamilton. Ouais, donc ça passe à 37 maintenant. C'est ça. Ce qui est quand même pas rien, et ça va rapidement devenir, pas insurmontable, mais difficile à rattraper pour Ferrari. Non, 27 je crois, pardon. C'était 25, c'est passé à 27. Ah oui, c'est 27, oui, c'est ça. Mais bon, ça reste quand même assez important et surtout dans la dynamique actuelle où Ferrari ne semble plus du tout avoir de résultats et où Mercedes, ça va dire, c'est Mercedes comme Red Bull ont amené des évolutions à Singapour. Ferrari n'en amènera plus, ils l'ont dit, donc ça risque de pas s'améliorer pour eux. On va parler justement de Red Bull. Deuxième place de Max Verstappen, 12e place de Yuki Tsunoda. Alors l'équipe est toujours 4e au championnat du monde des constructeurs, mais là c'est pareil, on revient à moins de 10 points de Ferrari, donc ça va commencer à... Avec une seule voiture. Avec une seule voiture, ouais, c'est ça qui est terrible. Ça va commencer à faire un peu peur à Ferrari, je pense, parce que clairement Red Bull maintenant a retrouvé de la forme. Là, c'était le test grandeur nature et il est réussi. Puisque c'était un circuit qui n'était pas censé convenir à la RB21, en tout cas telle qu'elle était avant Monza avec les anciennes spécifications. Et il s'avère que ça a été quand même plutôt positif. Là, grâce à un Max Verstappen de nouveau irréprochable tout au long du week-end. Là-dessus, on va pas me mentir, il y a eu des soucis du côté de Tsunoda, il n'y en a pas eu du côté de Verstappen. Mais si Verstappen est là, ça veut dire que la voiture peut être là. Donc c'est bien le potentiel de la RB21. Et ça montre aussi que... Alors, il n'a pas repris énormément de points pilote McLaren, ça on y reviendra après sur la situation au championnat, mais il va probablement être un candidat au podium et très certainement à la victoire sur beaucoup des courses restantes. Clairement la RB21 qui n'était pas très performante sur tous les circuits, notamment les circuits à fort appui. On se souvient un peu du cauchemar de la Hongrie pour Red Bull. Là ça va quand même bien mieux. Voilà, c'était un petit peu la confirmation qu'attendait un petit peu Red Bull sur le sens donné au dernier développement, au dernier correctif donné à la Red Bull, à la dernière approche aussi de travail faite et voulu par Laurent Mekies aussi, donc avec un travail très précis dès le vendredi, moteur qui tourne en bon régime, on fait moins confiance au simulateur, plus au retour des pilotes. Voilà, donc en termes de réglage, ils ont établi une bonne base de réglage avec une voiture un peu plus équilibrée. Voilà, donc qui permet aussi d'avancer forcément un peu plus vite vers les bons réglages. On entend beaucoup moins les pilotes se plaindre en tout cas de mauvais réglages. Quelques petites évolutions au niveau de l'aileron avant, je crois, et du capot moteur, si je ne me trompe pas. Mais voilà, bon, rien d'extraordinaire non plus. Et ça fonctionne. Alors ça fonctionne pas mal. Je pense qu'il y a eu quand même un petit facteur Verstappen quand même, parce qu'il a remis une petite pilule à Tsunoda ce week-end. Une grosse même. Ouais, une grosse même. C'est entre 7 et 8 dixièmes des fois souvent. Alors certes, Tsunoda, je crois qu'il n'avait pas le dernier aileron avant, si je ne dis pas de bêtises.
Mais il a lui-même dit que bon. ça valait pas les Oui, voilà, écarts qu'il y avait. Ça vaut pas les 3-4 dixièmes de Tsunoda, c'est le tarif. 7-8, ça commence à piquer un peu. Ça reste moins que Pérez sur la fin de saison dernière, ça soit clair. Mais bon, c'était... Ouais, Tsunoda, on en reviendra sur Tsunoda après, mais difficile pour lui. Ce qui veut dire que, avec un petit facteur Verstappen sur des circuits qui convenaient pas forcément l'herbe 21, on arrive effectivement à aller jouer la pole position. On arrive à garder un rythme de course un peu plus difficilement quand même que la... on sent quand même que le rythme de course de la Red Bull était quand même plus fragile, alors largement plus fragile que la Mercedes, soyons clairs. Oui. Mais aussi constamment un peu sous menace de la McLaren, et comme c'est pas évident de dépasser à Singapour, c'était quand même un peu plus tendu pour Verstappen par rapport à d'autres Grands Prix. Mais force est de constater que l'an dernier la voiture n'y était pas. Et cette année, elle y était. Donc ça confirme, comme tu l'as dit, que pour la suite de la saison, ça peut faire effectivement un Max Verstappen qui va continuer à prendre des points ou à Norris, ou à Piastri, ou aux deux. Oui. Et donc semer un peu pas dire la panique, parce que le nombre de points repris est pas immense. C'est 3 points de repris à Norris et c'est 6 points de repris à Piastri. Donc ça reste encore un peu trop léger par rapport à la moyenne de points qu'il faudrait reprendre. Ce serait au moins 10 points sur Piastri qu'il faudrait reprendre. C'est ça. S'il y avait une victoire, ça n'aurait pas été la même chose. Là, heureusement pour les pilotes McLaren, Russell a maîtrisé devant. Mais sur un circuit comme Austin, qui, d'après Andrea Stella, sera pas forcément la tasse de thé de la McLaren, avec une Red Bull qui a bien progressé à ce niveau-là, ça peut faire mal. Ouais. Donc, si ça reste des 3 points, des 6 points comme ça, on peut encore éviter de jouer aux consignes chez McLaren. Si on commence à nous mettre un petit 25-0 à l'un ou l'autre des pilotes, attention quand même à ce que McLaren ne décide pas qu'il y ait un numéro 1 finalement à décider, parce que l'écart deviendrait inférieur à 40 ou 30 points. Ouais, c'est ça. Après, 40 ou 30 points, ça va très vite. C'est un accrochage au départ, voiture éliminée, c'est une panne moteur, voilà. Donc clairement, c'est plus du tout la même chose en termes de confort mathématique. Mais bravo Red Bull pour cette remontada, on va dire. C'est quasiment une remontada, en fait. On voit très bien les équipes qui arrivent à travailler sur la deuxième partie de saison. Ce que McLaren a fait, par exemple, il y a 2 ans. Ce que McLaren a fait jusqu'à la pause estivale, en fait. Parce que ils avaient toujours un coup d'avance. Mais depuis la pause estivale, ils n'ont rien amené. Et on voit que ça pèse rapidement quand les écarts sont pas si énormes, finalement. Parce que l'avance de McLaren n'était pas... Red Bull n'était pas si loin de McLaren, en tout cas, avant la pause estivale. Non, après, ça sera joué finement aussi. Parce que, clairement, c'est eux qui ont le moins de développement aérodynamique pour le 2026. Donc, c'est aussi logique qu'ils arrêtent le plus tôt possible. Donc, ça, c'est malheureusement pas malheureusement, heureusement, les contraintes de l'échelle aéro à respecter. Mais voilà, je trouve que on voit une équipe Red Bull libérée un petit peu. L'ambiance est carrément différente, tout le monde le dit. D'ailleurs, Max le dit, Helmut Marko le dit, Verstappen le dit. Voilà, tout le monde dit qu'effectivement c'est beaucoup moins toxique en termes pas forcément peut-être d'ambiance, mais peut-être de process à respecter ou d'écoute. Voilà, peut-être même d'écoute. Voilà, c'est un petit peu ce qui ressort effectivement en termes de procédure, d'approche. Et ça, c'est quand même tout bénéfice pour Verstappen pour la fin de saison évidemment, mais surtout pour 2026. Ouais. C'est sûr, c'est vrai que ils sont en train de poser les bonnes bases, et c'est surtout ça pour moi qui est la réussite de Mekies pour l'instant. Alors, c'est pas de dire parce que c'est pas lui qui a fait que miraculeusement l'équipe fonctionne, c'est plus complexe que ça, mais par contre effectivement on voit que les bases sont en train d'être bien posées, et on peut comprendre aussi par rapport à ce qu'on voit maintenant que Verstappen ait finalement décidé de continuer, parce que l'équipe semble bien plus solide sur ses appuis, tout simplement, qu'elle l'était il y a quelques mois. Aérodynamique. Oui, évidemment. Évidemment. Mais salut Thierry, évidemment tu arrives avant McLaren, parce qu'on va pas tarder à en parler. On va d'abord parler de Yuki Tsunoda, donc effectivement ça a été un peu plus complexe pour le japonais. Premier tour catastrophique.
Il a dit que c'était le pire départ de sa carrière, tout simplement. Puisqu'en fait, il a même pas spécialement raté son envol. C'est juste que quand il s'est retrouvé au premier virage, puisqu'on se rappelle à Singapour, il y a 3 virages qui s'enchaînent, un gauche, un droite et une épingle à gauche. Et en fait, à chaque fois qu'il a essayé de dépasser une voiture, il s'est retrouvé derrière une voiture encore plus lente. Et il a dit, j'avais nulle part où aller. Et à chaque fois, j'ai perdu. Il perd 5 places au départ, je crois. C'est ça. Donc, il se retrouve vraiment en fond de peloton à ce moment-là. Et bah, du coup, sa course a été ruinée. Faux rythme, et puis voilà, c'est fini, quoi. Mais encore une fois, la qualif était aussi responsable de ça, puisqu'il part au-delà du top 10. Et c'est aussi pour ça qu'il se retrouve derrière des voitures très lentes au départ. C'est vrai que malheureusement, en plus il avait des pneus tendres qui étaient assez efficaces. Mais comme Verstappen, sauf que lui, bah forcément, il était derrière des voitures qui étaient beaucoup moins véloces que la sienne, et du coup, il aurait pu avoir le rythme pour les passer. Mais c'est vrai que quand on est sur une piste étroite avec des virages qui changent comme ça et qu'il y a 3 voitures de front devant, bah on peut pas passer, quoi. Donc il paye sa qualification au prix lourd, et puis derrière, au prix fort, et puis derrière, c'est une course, bah, comme tu dis, faux rythme, et puis aucun moyen de revenir dans le top 10, quoi. Ouais, puis une course qui arrive pas forcément en bon moment pour lui, hein, puisque clairement Red Bull se donne jusqu'au Mexique à peu près pour choisir ses duos pour l'année prochaine. Bon, je pense que malheureusement pour lui, les jeux sont un petit peu faits, parce que il montre pas de constance dans les progrès. Là, pour le coup, il y a eu vraiment un coup d'arrêt. Ouais. Alors, certes, une course peut très mal se passer, mais le fait que ta partie essai et qualification soit aussi mal passée, ça, c'est pas forcément à son avantage. Et comme il est aussi jugé là-dessus, sur ses progrès techniques, sur le fait de réussir à être dans le rythme de Verstappen et tout, quand il y a trop de yo-yo comme ça et de zigzag, ça va être difficile à justifier. Hein. Je pense que il est comme assez clair, j'ai envie de dire, que pour 2026, pour lui, ça va être la 3e place chez Aston Martin Honda. Voilà. Ouais. Puisque Drugovich a confirmé qu'il allait quitter l'équipe. Il n'a pas exclu de rester peut-être en Formule 1 sur un poste de pilote de réserve. En tout cas, il quitte Aston Martin. Donc il l'a confirmé. C'était un peu en 2 temps. Il y a eu une première news faite par Manu sur le fait que il voulait pas forcément quitter la F1, mais la priorité ça reste la Formule E. Voilà, parce qu'il a signé Andretti, pour rappel. C'est ça. Et en 2e temps, effectivement, il a été confirmé comme qu'il ne serait pas avec Aston Martin s'il restait effectivement en 3e pilote. Ce qui veut donc dire que derrière, en coulisses, ça s'active déjà pour faire venir Yuya Tsunoda, quoi, à mon avis. Je pense. C'est assez clair là-dessus. Donc, malheureusement pour Yuki, après, il a eu du temps pour faire ses preuves quand même. Je veux dire, c'est pas. Il y a des jeunes pilotes Red Bull qui se sont fait jeter bien plus vite que ça. Un paquet. Voilà, c'est ça, un bon paquet. Donc, on peut pas dire que Red Bull l'aura essoré sur un programme rapide, non. moins de 30 minutes. C'est ça. Contrairement à Liam Lawson qui a eu que 2 courses chez Red Bull. Ça, par contre, effectivement, ça n'a rien à voir. Mais c'est quoi, c'est la 5e saison, je crois, Tsunoda, dans la filière. C'est ça. Donc, il paye aussi un petit peu le. Pardon, il paye pas. Il a un peu de chance aussi que derrière, il n'y a pas beaucoup de jeunes très prometteurs qui poussaient à la porte. Mais c'est pas la même chose. Là, maintenant, vous avez un Isaac Hadjar qui, je pense, qui a montré largement qu'il avait l'étoffe pour aller chez Red Bull Racing, et je serais extrêmement étonné qu'il n'y soit pas en 2026 au moment du lancement des nouveaux règlements. Puisque on a déjà dit, s'il y a un bon moment pour démarrer, c'est bien à ce moment-là. Et on a un Arvid Lindblad qui arrive derrière. Il y a peut-être certainement un Alex Dune aussi qui va être repêché par Red Bull, puisqu'il a quitté McLaren. Ouais. Donc non, je pense que là, il n'y a aucune raison de garder malheureusement Tsunoda pour le giron Red Bull, quoi. Ouais, exactement. Après, même si je dois bien admettre quand même que l'arrivée de Lindblad chez Racing Bulls me semble un petit peu prématurée, parce que je le trouve très brouillon et peu mature, et pour le coup, ça va être compliqué. Ouais, mais tu y rétrogrades pas, Tsunoda. Non, c'est trop tard pour rétrograder, je pense, mais c'est vrai que il y a quand même une situation où il manque quand même toujours, il y a pas tant de jeunes pilotes prêts à faire le pas vers la Formule 1, et je pense que Lindblad, il y a quand même une bonne chance que ce soit compliqué, parce que tant mieux pour Lawson, parce que du coup lui va rester certainement chez Racing Bulls pour faire de la stabilité, et effectivement, pour répondre à Thierry, oui, ce serait Verstappen et Hadjar l'an prochain chez Red Bull. Ça semble de plus en plus évident, compte tenu des performances du français qui est quand même globalement très solide. C'est ça. Bon, on nous parle de parler un petit peu de Verstappen en GT3. Ça faisait partie des deux sujets que je voulais aborder dans le cadre de Red Bull. Alors le premier sujet quand même, c'est
que je voulais mentionner. C'est pas encore confirmé, mais il y a quand même quelques informations qui circulent, comme quoi Christian Horner aurait trouvé un accord avec son ex-assistante, donc sans que ça n'aille au procès, donc qui était prévu pour le mois de janvier, donc un accord évidemment financier. Je pense que Christian attendait de recevoir les sous de Red Bull pour pouvoir payer son ex-assistante avec. On connaît pas le montant de l'accord, je sais pas si on le connaîtra un jour ou pas, je sais pas comment fonctionne la justice anglaise à ce niveau-là, si c'est public, si c'est privé, mais a priori voilà, ça a l'air d'être fait. On attend juste vraiment des confirmations parce qu'il y a une ou deux sources, dont une pas très crédible pour l'instant, donc je préfère attendre plusieurs, mais a priori ça semble quand même être fait comme ça. Et juste concernant Warner, effectivement, il y a quand même pas mal de choses dites sur lui, puisque il frappe vraiment apparemment aux portes de toutes les équipes, comme l'ont dit les patrons en conférence de presse là, dans le paddock de Singapour. Donc clairement, pour ceux qui en doutaient, il cherche activement à revenir en F1. Y compris dans les équipes comme As et les équipes de fond de peloton. As, Alpine certainement aussi, peut-être. Mais voilà, ça sera pas forcément ça sera même certainement pas en tant que team principal. Je pense qu'il vise plus une copropriété d'une équipe, une gestion un peu plus passive, on va dire. Voilà, parce que s'il y a bien encore un moment où on peut mettre des billes dans une équipe de F1 et que ça continue à prendre de la valeur, c'est encore aujourd'hui. Après, avec 100 millions, il aura pas, parce qu'apparemment, il n'y aurait pas plus que 100 millions. Entre 60 et 100, hein, toujours pareil. Entre les différentes sources, ça varie entre 60 et 100 millions. Dans tous les cas, même si c'est 100, c'est pas énorme dans un investissement, sachant qu'on rappelle que McLaren a évalué son équipe à 4 milliards et demi. Hein. Avec les transferts d'actions, effectivement, qu'il y a eu, ça fait 4 milliards et demi effectivement, en valorisation globale. Ce qui laisse, il vous laisse imaginer le prix d'une équipe comme Ferrari. Je pense que c'est inestimable puisque c'est intégré au constructeur, mais si un jour on devait donner un prix à Ferrari, enfin l'équipe Ferrari, ça serait assez démentiel. Même Mercedes avait été 3-4 milliards aussi. Enfin, bref, c'est vrai qu'avec 100 millions, vous avez. C'est pour ça qu'ils visaient aussi As, ils visaient Alpine, ça reste des équipes. Même Alpine a quand même pris pas mal de valeur parce que c'était valorisé à 800 ou 900 millions à l'époque du rachat par le consortium américain. Là. C'était 24% de départ, je crois. Donc ça a valorisé à 800 millions l'équipe. Donc même si il n'y a plus de moteur, même s'il n'y a plus tout ce qu'il y avait avant, l'équipe reste quand même, je pense à mon avis, très chère encore sur le marché. Ouais. Mais bon, voilà, est-ce que d'autres équipes ont vraiment envie d'avoir Horner aussi à bord? C'est aussi l'autre question, parce qu'il y a aussi frappé chez Aston Martin aussi, donc à tel point que Andy Cowell a dû se renseigner auprès de Laurent Stroll avant sa conférence de presse du vendredi pour savoir où est-ce qu'il en était, et que pour l'instant, effectivement, il n'y a ni plan opérationnel, ni plan d'investissement prévu avec Horner. Mais voilà, si vous revoyez le nom Horner quelque part en F1 d'ici la mi-2026, ce ne sera pas très surprenant. Voilà, et le dernier point du coup, parce qu'on va pas non plus s'éterniser trop longtemps, parce que... Il y a juste Thierry qui demande, on sait combien gagner en salaire à Horner, on peut imaginer. Oui. Non, il a été dit. Il a été dévoilé, du coup, c'était 20 et quelques... Ouais, environ les 20 millions. 15-20 millions, ouais. Sachant que Zach Brown, du coup, avec les bonus et primes, il a tapé dans les 40 millions, là, du coup, sur 2024. Hein. C'est bien... C'est plus que 18 des 20 pilotes sur la grille, hein, ce que tu disais. C'est ça, hein. C'est ça, c'est 18 ou 19 des pilotes ont touché moins que ça. Il s'est mis bien, comme on dit. Hein. Ouais, en même temps. Et là, je pense que 2025, c'est encore meilleur, parce que s'il y a les deux titres et avec le nombre de points, ouais, clairement. je peux vous dire que ça va peut-être certainement aller frôler les 50 millions pour la Misak. Donc, après, voilà, c'est le jeu de genre d'actionnariat, de partenariat, de contrat, et si tout fonctionne effectivement aux primes de résultats, ça donne des très gros salaires derrière. Donc voilà, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas et qu'il n'y a pas de parachute doré à la française, ça va aussi, mais bon, c'est aussi c'est le milieu de la F1 qui veut ça. Voilà. Et puis donc dernier point, c'était quoi? Verstappen en GT3. Ouais, oui, on va comme dire un petit mot de Verstappen dans GT3. C'est juste, voilà, si on a encore des gens qui doutaient du talent de Max Verstappen et de sa faculté d'adaptation surtout à différentes voitures, même à différents circuits. Je parle bien de la Nordschleife parce que j'ai eu la chance d'y rouler cet été, donc je vois. Je connaissais aussi le circuit sur le Spa Simulator, mais j'ai eu la chance d'y rouler avec ma propre voiture cet été, et je me rends compte du défi que c'est du circuit étroit, bosselé, que c'est quand tu dois courir avec ce genre de voitures-là qui vont extrêmement vite, entre les barrières, les rails, sur un circuit qui vous envoie à gauche et à droite
c'est juste, pour moi, c'est vraiment effrayant. Hein. Donc voilà, et encore là, c'est pas de nuit. Hein. Mais il y a des conditions étaient un peu pluvieuses, voilà tout ça. Il est capable de vous sortir des temps de folie, voilà, de vous mettre des 12-15 secondes autour aux autres pilotes qui sont là depuis une éternité. Donc moi je dis juste un grand chapeau à Verstappen pour ça. Je recommande pour ceux qui l'ont pas vu le document de Ford Performance avec Chris Harris. Très intéressant. Voilà, très intéressant sur Max et son envie de courir et sa passion de pilotage. Franchement ça en dit beaucoup. Donc oui, on ne peut que saluer la performance de Max Verstappen en GT3. Et j'ai bien hâte de le voir sur une course de 24 heures, même si sur une course de 24 heures, il y a quand même plus de paramètres chance et mécanique qui rentrent en compte que sur une course de 4 heures. Mais bon, il a quand même fait, il a comme s'il fait une équipe avec Chris Lulam qui est un des jeunes, qui est un pilote qu'il a fait venir grâce au simulateur, hein, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et en duo, ils réussissent à remporter les 4 heures, donc je ne peux que dire bravo. Ouais, je donnerai mon avis juste après. Il y a juste Xoans qui demande quoi ta propre voiture quand tu es allé sur le Nürburgring, et Lambeau Diablo demande si c'était une Ferrari. Et non, malheureusement non, c'est pas une Ferrari, c'est une BMW. Voilà, c'est une M3. Voilà. C'est le gros logo derrière lui. C'est une BMW M3, donc elle est vraiment à sa place sur le Nürb. Voilà, c'est vraiment une Allemande qui est faite pour le Nürb. Je suis extrêmement ravi de cette voiture et je m'éclate bien avec. Et j'aimerais pouvoir rouler plus souvent sur le Nord, mais c'est un peu loin de Montpellier. Donc, mais bon, j'ai de la famille en Lorraine et j'espère rééditer l'opération l'année prochaine en tout cas. Et moi, ouais, alors évidemment, je suis hyper impressionné par Verstappen, mais je veux pas sous-estimer ce qu'il a fait. Je veux pas laisser penser que je sous-estime ce qu'il a fait. Mais c'était un championnat NLS, donc qui est quand même un championnat spécifique au Nürburgring, qui est un championnat de GT. Les 24 heures du Nürburgring, c'est pas le même championnat, c'est pas le même professionnalisme. Et j'avoue que tout pilote, en fait, je me serais attendu de pilote de F1 à ce qu'il gagne en NLS, même un autre pilote que Verstappen, parce que c'est des pilotes d'élite, c'est les meilleurs pilotes. Moi, quand je vois un Hülkenberg à l'époque qui était pas forcément un top driver en Formule 1, qui arrive à aller au Mans et à gagner, quand je vois des Giovinazzi, Ericsson qui arrivent à aller au Mans ou à l'Indy 500 et gagner, je me dis que vraiment le niveau de la F1 est colossal, et même s'il y a de l'adaptation au circuit et tout ça, c'est vrai que Verstappen a une quantité d'heures phénoménale, il a dit lui-même sur le circuit en virtuel, et qu'il a beaucoup aidé. Et voilà, donc je suis impressionné mais pas surpris. Mais effectivement, j'ai hâte par contre de le voir aller relever un défi ou deux à des échelles encore plus grandes. Et c'est vrai que s'il peut faire les 24 heures du Nürburgring l'an prochain, ce sera un truc que je suivrai avec grand intérêt, parce que là, pour le coup, ce serait vraiment fou de le voir aller se mesurer à des pointures du GT, parce que le 24 heures du Nürburgring, on sait à quel point c'est remporté par des pilotes qui sont exceptionnels. Et là, pour le coup, je suis sûr qu'il aurait aussi une chance de victoire, mais évidemment, c'est pas le même défi. Voilà pour Red Bull. On va passer à McLaren. Alors McLaren, troisième Lando Norris, quatrième Oscar Piastri, un titre de champion du monde validé. Sur le papier, tout va bien. Néanmoins, il y a encore eu quelques petites tensions faites maison. Et un petit Oscar Piastri qui s'est montré de nouveau assez grognon. Alors, ce sera pas le seul pilote, qu'on y reviendra après, qui s'est montré grognon ce week-end. Mais un Piastri qui perd un peu ses moyens, qui renvoie un peu chier tout le monde à la radio, et qui montre qui montre en tout cas de plus en plus des failles dans cette carapace de robot qu'on lui prêtait depuis le début de saison, et même depuis l'an dernier. Et à la fois, je trouve ça sympa parce que ça le rend plus humain, mais à la fois, c'est vrai que c'est un peu surprenant de le voir finalement beaucoup plus chafouin en ce moment que Lando Norris, qui, ma foi, semble absorber les bons et les mauvais moments de la même manière, avec un détachement certain, ce que n'arrive plus à faire Piastri depuis qu'il est vraiment en lutte pour le titre, ou en tout cas en favori pour le titre. Et je suis assez surpris. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Je pense qu'il n'y avait pas forcément tous les éléments pour juger, clairement, sur le fait que Lando l'ait poussé, effectivement, c'est quoi, s'il poussait le troisième virage. Oui. Je pense pas qu'il ait vu de là où il était que c'est un petit contact avec Verstappen devant qui déstabilise un petit peu la McLaren de Lando vers Piastri.
Mais comme l'a dit Lando en conférence de presse, et je suis 100%, même 1000% d'accord avec lui, n'importe qui y serait allé. Bien sûr. Je veux dire, à l'intérieur, je veux dire, il n'y a pas de raison, quoi. Et au bout d'un moment, oui, il y a des petits contacts, il y a des petits frottements. Au départ, il n'y a rien de rare, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout une attaque kamikaze. Il n'y a rien de kamikaze dans ce qu'il a fait. En plus, Piastri était sur l'extérieur où c'était, ça se resserrait derrière pour lui, et forcément en sortie, c'était pas bon non plus. C'était plus sale. Je veux dire, au bout d'un moment, là, pour le coup, je l'ai trouvé grognon, mais pas justifié, quoi. Oui. Non, je pense qu'il n'avait pas tous les éléments pour juger. Alors, si effectivement ils se sont dit dans leur papaya rules que dès qu'il y avait un contact qui était capté par un capteur de 0,03 G et qu'il fallait du coup rendre la place, je ne sais quoi, non, ça marche pas, quoi. Là pour moi c'était très clair qu'ils allaient attendre la décision de la FIA. Oui. Pour commencer à communiquer un petit peu à Oscar ce qu'il allait faire, mais même si la FIA avait même pas ouvert d'enquête, parce que même pour moi ça méritait pas d'enquête, hein. Franchement c'était vraiment incident du départ, et encore c'est vraiment légère touchette, quoi. Il y avait vraiment rien. Il n'y a pas de raison de rendre une place pour ça, quoi. Je veux dire, non. Surtout quand derrière, tu as un pilote qui a des dégâts, mais qui arrive quand même à rouler dans le rythme des deux premiers, et puis l'autre qui se fait lâcher à raison de 5 à 7 dixièmes. Parce que finalement, Piastri n'était pas au niveau dans ce premier relais. Et au moment où il demande qu'on lui rende la place, il est déjà à plus de 2 secondes et demie. D'ailleurs, je suis sûr en plus qu'il se déconcentre à cause de ça. Parce qu'il est clairement pas dans le rythme. Et une fois que c'est validé, terminé, tout ça, il se remet dans le rythme. Et son ingénieur, d'ailleurs, Tom Sallard, lui a dit, hein, tu arrêtes de penser à ça et tu te concentres sur ta course. Parce que pour l'instant, on sait pas ce qu'on va faire et on va pas faire grand chose. Donc oui, en fait, je vois pas pourquoi il aurait rendu la place. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est que, encore une fois, on en vient toujours à un Norris perdant, quoi qu'il arrive, parce que finalement, il aurait pas attaqué. On aurait dit, de toute façon, Norris, il s'est mal qualifié, puis il prend ses départs de manière faible, et puis il ose jamais rien. Donc en fait, il a jamais possibilité d'avoir raison. Moi, c'est ça qui me rend fou. C'est que vraiment, à chaque fois que Norris fait quelque chose, et je reviens aussi à ce que Lambo Diablo a dit, Lando a ensuite refusé de laisser Oscar piter en premier. Mais il faut pas oublier que, alors déjà, McLaren, j'y reviendrai après, la stratégie avec des choses qui sont d'une aberration pour moi, parce que Monza, ça part totalement en couille à cause de leur histoire de justement, est-ce que tu veux le laisser passer? Finalement, ça coûte cher au pilote qui laisse passer l'autre et tout ça. Et là, on recommence, on reprend ce risque de pénaliser un pilote ou l'autre. Et oui, Norris, du coup, vu que la dernière fois qu'il a essayé de faire ça, il s'est retrouvé en position de se faire avoir et que finalement il a perdu du temps, et on verra qu'en plus il a bien fait parce que le deuxième arrêt de McLaren a encore été raté. Et finalement, et là il a dit ouais, parce que si je m'arrête en premier, pourquoi? Parce qu'il avait la priorité. Encore une fois, en étant le premier pilote en piste, il a le droit de dire oui, je veux m'arrêter avant parce que en fait c'est son droit en tant que pilote qui est premier en piste. Et il a bien fait de le faire parce que ça lui a donné une meilleure stratégie. Et voilà, moi je trouve que c'est totalement normal. Donc, en plus, maintenant ils peuvent plus trop tenter de double stack, hein, parce qu'il y en a sur deux qui foirent. Hein, donc, c'est ça. Hein, c'est le premier qui foire, ça foire le deuxième aussi. Donc, non, c'est ça qui est le plus fou. Et du coup, je vois pas en quoi. Encore une fois, le problème c'est que Norris, quand il laisse passer Piastri à Monza et qu'il se fait avoir, on dit oui, de toute façon c'est un fait de course, il avait qu'à pas laisser passer, il avait qu'à dire oui, je veux m'arrêter en premier. Et là, qui dit je veux m'arrêter en premier, on dit il aurait pu laisser passer Piastri. Au bout d'un moment, il va juste falloir expliquer ce que Lando Norris doit faire pour que les gens trouvent ce qu'il fait légitime. C'est-à-dire que littéralement, depuis le début de... Oui, mais Lambo Diablo, lui aussi, avait donné la priorité à Oscar à Monza. Donc en fait, ils se sont déjà rendus la chose une fois, chacun. Et au bout d'un moment... Juste Norris aurait pu ralentir de 3 secondes, hein, au bout d'un moment. Mais voilà, à ce moment-là, oui, alors dans ces cas-là, on lui dit écoute, tu ralentis et tout, mais je vois pas en fait. Mais oui, c'est la faute de Brand, mais pas du tout. Enfin... Brand, il fait quoi? Brand, il y a un mème qui circule sur internet où on le voit juste pas sourire au moment où Piastri est sur le podium. Faut arrêter aussi. Il y a aucun moment où il y a une manifestation concrète d'un favoritisme envers Norris de McLaren. Et j'ai lu un article, je sais plus de qui disait exactement la même chose, qui disait en fait tout le monde parle de favoritisme, mais le favoritisme c'est juste tout le monde qui se bourre le chou sur un simple on-dit. Et parce qu'une fois il y avait un Zach Brown un peu moins souriant sur un podium où Piastri était premier. Mais en fait, il n'y a pas de favoritisme clair envers Norris. C'est-à-dire que on lui demande quand il est devant s'il veut faire quelque chose, on demande à Piastri quand il est devant s'il veut faire quelque chose, et c'est tout. Alors, je suis d'accord. Et ça, quand tu as dit, Piastri n'était pas sur le podium pour le titre constructeur parce qu'il était au carré média. Peine, ouais. Et en fait, c'est le timing de la FIA, donc McLaren n'a rien
à voir là-dedans. Et du coup, Un timing en plus totalement aléatoire parce que la McLaren n'était absolument pas au courant de tout ce qui était prévu. C'est-à-dire l'interview des l'interview de Brown et Stella avant l'interview c'était pas prévu. Le podium non plus. Et le podium n'était pas prévu non plus. Et en fait, voilà, tout le monde même sur le podium d'ailleurs, le premier podium que vous avez vu, donc vous avez les images sur le site. Vous êtes très loin d'avoir tous les membres de McLaren dessus. Hein. Mais bien sûr. Et là, vous avez tous les membres de McLaren, c'est la photo finale qu'ils ont fait après devant le garage. Là, effectivement, il y a tout le monde. C'était vraiment très improvisé. Et effectivement, ça a eu lieu pendant que. Ça a tombé bien pour Norris parce qu'il venait de finir son interview, mais Piastri était encore en train de répondre à toutes les télévisions. D'ailleurs, on le voit très bien, on voit Piastri avec le podium qui se déroule derrière lui. Donc, voilà, c'est juste que. C'est pas une question de favoritisme ou autre chose. Non, en fait, favoritisme, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, ça se voit, puisqu'il y a eu quand même, là, c'est pareil, encore une fois, il y a un arrêt raté pour Piastri. Et tout le monde dit, oui, un arrêt raté, c'est scandaleux, machin. Et il y a 4 semaines à Monza, il y a un arrêt raté pour Norris, on dit, c'est la course. Au bout d'un moment, le favoritisme, il faut bien se rendre compte qu'il est plutôt chez les gens qui jugent que les gens qui sont dans l'équipe. Et donc, moi, je suis... je suis toujours, et de plus en plus, en fait, surpris de savoir à quel moment on va juste laisser Norris vivre, en fait. Et parce qu'au bout d'un moment, il fait sa vie de pilote, il fait ses courses, et si vous l'aimez moins, c'est dommage, mais il a totalement le droit de faire ses courses, en fait. Et surtout quand il est devant, et surtout quand il est plus rapide. Là, ça fait 2 week-ends de suite où il est plus rapide. Monza, il était plus rapide déjà, et là, il est plus rapide en course. Bon, Bakou, c'est autre chose. Mais voilà, après, effectivement, je vais revenir plus tard sur McLaren, l'opérationnel et le stratégique, et là j'ai beaucoup à dire, mais Norris lui-même, je vois pas ce qu'on lui reproche en fait. Là, hier, il fait exactement l'inverse de ce qu'on lui reproche depuis le début de saison, c'est-à-dire, faire une attaque au départ, alors qu'à chaque fois on dit oui, Norris il est trop lent et trop mou au départ, et 2, il prend le lead, au moment où on lui dit est-ce que tu veux laisser passer Oscar, il dit non, je rentre d'abord. Exactement l'inverse de ce qu'il a fait et qu'on lui a reproché à Monza. Et on lui reproche encore. Donc au bout d'un moment, dites juste on déteste Norris et puis on va aller au bout, quoi. Mais je veux dire, il faut avoir un peu de logique, et là c'est pas McLaren qui en manque auprès de Lando. Warius Zero pose une autre question, effectivement. Combien d'épaules disloquées par Zak Brown chez McLaren hier? Parce qu'on sait que Zak Brown a tendance, quand il est content, à taper les gens sur l'épaule. Donc effectivement, il y a sûrement quelques blessés. Mais pas de communication à ce sujet. Il a dû bien frapper celui qui s'occupe des roues. Ouais, il y a moyen. Et puis il y va avec le pistolet pneumatique, tu sais. C'est ça. Non, mais bon, voilà. Donc voilà, effectivement, Piastri, je pense. D'ailleurs, Piastri, une fois, il était un peu énervé, tout ça. Mais on a vu sur les photos, alors je pense qu'il y a un peu il y a un petit peu d'effort de fait, mais il avait l'air très naturel et souriant sur les photos d'équipe. Et on a vu déjà que Piastri se force pas non plus totalement quand il a pas envie de sourire. Donc je pense qu'il y avait un réel apaisement déjà qui était en route. Encore une fois, alors McLaren a des tensions chaque week-end, mais chaque week-end ça finit quand même avec les deux qui sont à peu près apaisés. Et pour l'instant, s'ils arrivent à garder ça au bout de 18 courses, c'est déjà pas mal. Et n'en déplaise aux gens qui cherchent absolument du sang, des larmes et de la sueur, pour l'instant il n'y a que de la sueur, donc c'est tant mieux. Après, par contre, effectivement, pour moi, il y a énormément à dire sur McLaren, que j'ai trouvé d'une passivité sur la stratégie, mais alors totalement incompréhensible. Là où Red Bull time l'arrêt de Verstappen au tour près où il faut et tout ça, tout est parfait. D'ailleurs, ils font rentrer Tsunoda avant pour voir comment les pneus évoluent sur la Red Bull et tout ça, à quel moment il faut faire rentrer Max. Et ensuite, McLaren, pas du tout. On laisse encore les pilotes en piste. Finalement, une fois que Max s'est arrêté, on pense qu'il faut rester en piste, mais les deux font la même stratégie parce que du coup, on ne veut pas avantager l'un ou l'autre. Donc, ça, pourquoi pas. Mais au final, en fait, on laisse totalement Max les éclater en termes de rythme. Et à aucun moment, ils peuvent remonter réellement sur Max pendant qu'il est avec ses nouveaux pneus. Et ouais, ça me paraît assez surprenant. Et se tétanisent l'un l'autre, en fait, c'est ça le problème. Ouais. Et McLaren ne sait plus quoi faire et en fait ne zappe, et c'est un peu ce qui m'inquiète, zappe complètement Verstappen quand il s'agit de ne pas favoriser un de ses pilotes. Pour l'instant ça va, c'est du coup de 3 points, mais bon, ouais. Ça sera plus cher. C'est ça, hein. Et moi, après, je suis étonné que les pilotes soient pas plus vocaux parce qu'on rappelle qu'en Hongrie, Norris décide de faire prolonger son relais alors que normalement on lui dit qu'il faut qu'il s'arrête et lui il dit non, mes pneus vont bien. Il a réussi à mieux les gérer et
il se retrouve à avoir une meilleure stratégie parce qu'il a décidé de rester plus longtemps en piste contre l'avis de son équipe. Donc, ouais, tout le monde est un peu passif chez McLaren et j'ai un peu peur que ça leur coûte. Et puis les arrêts au stand, c'est plus de 1 sur 2 foirés sur les 3 dernières courses, 4 dernières courses. 3 sur 4, ouais. Donc c'est pas bon du tout. C'est pas digne d'une équipe championne du monde et surtout, c'est pas du tout digne de ce qu'ils étaient il y a 1 an ou 2 sur cet exercice où ils étaient les meilleurs en fait. Et j'aimerais bien voir leurs entraînements, moi. C'est-à-dire que aux entraînements aussi, ils en loupent 3 sur 4 ou quoi? C'est bizarre. Surtout quand t'étais la meilleure équipe avant, quoi. C'est ça, je comprends pas en fait où ça coince et je comprends pas à quel moment ils arrivent pas à faire mieux. Ouais, parce que t'en rates un de temps en temps, pourquoi pas, mais les pistolets ou les écrous sont un peu trop vieux, je sais pas. Ouais. Non, ça me dépasse. Quand tu sais faire de bons arrêts, je veux dire, tant que le matériel est renouvelé régulièrement, il n'y a pas de raison que ça se dégrade. Bah non, surtout que c'est un matériel standardisé en plus, donc voilà, il n'y a même pas de nouveauté qui aurait pu poser problème ou quoi. Je comprends pas non plus pourquoi. Mais Stella a l'air de parler un petit peu de hardware aussi de ce côté-là, donc ça me paraît un peu bizarre. Donc, soit ils ont dû faire des modifications sur des écrous pour X ou Y raison. Peut-être leur fameuse eau dans les pneus qui départient par les écrous. Ça fait rouiller. C'est ça. Ouais, c'est peut-être ça. Voilà, on a trouvé. Putain, on a quelque chose à dire à Christian Horner là. C'est ça. T'avais raison, il y avait de l'eau dans les pneus, ça a fait rouiller les écrous, c'est pour ça que ça marche plus. Il fallait juste attendre un petit peu pour que t'aies raison. Putain. Non, mais c'est vrai que c'est assez improbable. Non, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Les gens sont pas en carbone. Hein. C'est du magnésium. Non, je vois que les jantes en carbone. Ce ne sont pas des jantes en carbone. Non. Je remercie en carbone, mais les jantes ne sont pas en carbone. Je remercie Ronnie 7999 qui s'est abonné pour le 4e mois consécutif. Merci à toi, merci à ceux qui nous soutiennent et qui nous suivent. J'avais vu aussi au départ, j'en profite, je remonte tout en haut. Captain Begins qui a dit son premier message dans le chat. Donc bienvenue à toi sur la chaîne. Donc voilà, mais effectivement, en tout cas, champion constructeur quand même. Hein, oui, voilà, donc effectivement, tout n'est pas noir sur ce tableau, comme malgré tout. Malgré ton t-shirt. Malgré mon t-shirt, qui n'est pas papaya. J'ai décidé de boycotter le papaya tant que les rules seront ce qu'elles sont. mais effectivement, un titre constructeur acquis à 6 courses de la fin. Enfin, 6 manches, donc 6 courses et 3 sprints de la fin. Autant l'an dernier c'était limite et ça a été un peu le stress sur la course à Abu Dhabi, autant cette année il n'y avait pas vraiment match. Non, c'est pas Ferrari qui les aura gênés, c'est pas Mercedes non plus. Je ressens un petit peu des grains dans cette phrase. Puis Red Bull, au départ de la saison on s'attendait quand même à un duel avec Ferrari, hein, clairement. Ouais. Qui était les vice-champions l'an dernier. Les vice-champions qui étaient en plus sur la tendance haussière. Et non, mais ils ont une voie assez royale, on va dire, hein, entre les problèmes de la RB21 d'un côté et puis la Ferrari qui a changé de concept et qui s'est un peu perdue sur la technique. Voilà, ils ont pu dérouler. Et donc, effectivement, bravo eux, parce qu'il faut savoir le faire aussi. Hein. Rien ne garantit qu'en 2026 ils seront encore à ce niveau-là. Donc tout ce qui est à prendre en Formule 1 est à prendre. Totalement. Et comme le dit Thierry, ils ont bien le double du point des seconds, puisqu'ils ont 650 points et Mercedes en a 325. Donc là, effectivement, on est dans la catégorie des grosses roustes, hein, quand même. Il n'y a pas match. Et au classement pilote, Piastri garde quand même 63 points d'avance sur Verstappen et il en garde également 22 sur Norris. Donc, la situation reste quand même bonne pour eux parce que même si Verstappen a un peu réduit le nombre de points qu'il devait prendre par week-end. À un moment, il était quasiment à 12 points à reprendre par week-end. Là, il est encore à 10 points et demi. Ça semble... si McLaren garde son rythme actuel en étant même au pire la deuxième force et demie, on va dire, du plateau, j'ai tendance à penser que ce ne sera pas dramatique et qu'ils vont aller au bout comme ça. Ouais, mais ils laisseront pas une bonne image sur la fin. Ouais, c'est ça. C'est toujours le problème. Mais bon, après, c'est aussi que la voiture... Et là aussi, il y a aussi une image à se donner, c'est que c'est pas que les pilotes, c'est aussi la voiture. Qui a été... L'image restera que ça sera Verstappen le meilleur pilote du championnat quand même, qu'il n'a pas gagné parce qu'il n'a pas la bonne voiture. Bon, c'est tout. Ouais, mais ça. Alors qu'avant, ça quand même partait sur quelque chose d'un beau duel Norris-Piastri, qui aurait pu sacrer quelqu'un d'assez fort entre les deux, même si c'était un premier titre pour chacun d'eux. Là, je suis désolé, leur titre pilote, même s'ils l'ont,
il sera un petit peu entaché par le fait que tout le monde aura toujours en tête que ça reste Verstappen le meilleur pilote de la F1 et du championnat. Mais après, moi, je pense quand même que Verstappen est le meilleur. Ça, de toute façon, je pense pas que grand monde le voilà. Néanmoins, même Lando l'a dit. Ouais, non, mais tout le monde le dit, hein, je pense que tout le monde le sait. Après, je pense quand même qu'il faut se rendre compte que la McLaren actuellement est moins bonne que la Red Bull. Et que, à l'image d'un Verstappen qui, à un moment de la saison, faisait ce qu'il pouvait en terminant 4-5e, eux maintenant font ce qu'ils peuvent parce que clairement, il y a moins de. Globalement, la voiture rend quand même dans pas mal d'exercices à la Red Bull. Et notamment sur la gestion des pneus qui est devenue meilleure chez Red Bull. On l'a vu hier. Où finalement les pneus tendres tiennent aussi bien sur la Red Bull que les médiums sur la McLaren, alors que il n'y a pas si longtemps que ça, avant ce fameux plancher de Red Bull, la dégradation était catastrophique sur la RB21. Donc voilà, après, personne ne va nier que Verstappen est supérieur au pilote McLaren. Maintenant, c'est pas le premier pilote à être pénalisé par sa voiture, et voilà, mais je pense qu'il faut aussi redescendre un peu ce cliché de la Red Bull qui est une voiture pas bonne et que Verstappen amène à un niveau que personne ne pourrait l'amener, etc. Je rappelle que la performance classique d'une voiture, enfin la performance d'une voiture est son niveau physique, ce qu'elle est capable de faire, et si elle est capable de faire ça dans les mains de Verstappen, c'est que la voiture a ce potentiel. Après, la branlée qu'il met à Tsunoda et tout ça, c'est autre chose, mais il fait pas mieux que ce que peut faire la voiture, il fait le maximum de ce que peut faire la voiture. Et je suis pas sûr que les pilotes McLaren, qui sont quand même tous les deux très bons pilotes, laissent énormément non plus dans la voiture. Alors, un petit peu Piastri ces derniers temps, parce qu'il est un peu... Là, ça fait quand même 2 week-ends qu'il est un petit peu à l'ouest, qu'il est un peu perturbé ou déconcentré. Mais globalement, je pense quand même que la McLaren est exploitée aussi à peut-être pas 100%, mais un bon 98-99% de ce qu'elle peut faire, quoi. Là où la Red Bull, effectivement, est souvent exploitée à 100%. C'est ça. Donc, je pense qu'il y a moins... Voilà, je pense que, oui, effectivement... La fin de saison de McLaren c'est un peu difficile, mais voilà, je pense que... Disons qu'ils avaient gardé la même dynamique, entre guillemets, et que Verstappen n'était pas en train de remonter, ça aurait fait un très beau champion du monde pour l'un ou pour l'autre. Ouais. Là, ça va être un petit peu de... s'il y avait une ou deux courses de plus, Verstappen aurait été discret. Et en même temps, s'il y avait une ou deux courses de plus, McLaren aurait sûrement développé un peu plus la voiture aussi. Il faut bien se rendre compte que là, ils ont arrêté le développement au moment où ils avaient quand même une grosse avance. Et en fait, la seule chose qui manque à Piastri et Norris aujourd'hui, c'est du développement. Je suis sûr qu'on ramène 2 nouveautés sur la McLaren, elle reprend la main et on ne parle plus d'un titre de Verstappen, tu vois. Donc, mais là, c'est trop tard pour développer quelque chose. Ouais, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que... Après, je sais pas s'ils avaient déjà un peu travaillé sur des trucs qu'ils n'ont pas produits, ou peut-être qu'ils ont un peu une pièce ou deux en stock, tu vois, enfin, sous la main au cas où. Peut-être aller voir du côté de la cuisine, s'il y a des choses. Il y a peut-être un petit plateau. Un aileron avant dans la cantine, ouais. Mais bon. Non, je sais pas. Non, mais en tout cas, voilà, bon, ça reste pour l'instant une très belle saison. Avant la fin de saison, maintenant si ça continue à se resserrer, effectivement, il y aura un petit arrière-goût quand même, je pense. Ouais. Mais après, je pense que si ça continue à se resserrer, quoi qu'en dise Zach Brown, qui pour l'instant dit non, mais on ne changera rien, je pense que si Verstappen remonte à 40-45 points de Piastri, ça va commencer à... Et puis là, on va arrêter de demander à Norris s'il veut s'arrêter en premier. On va dire à Oscar, tu rentres. Et puis voilà, au bout d'un moment, il faudra aussi faire ce qu'il faut. Et si Norris est sacrifié parce qu'il a 20-25 points de Piastri, ben ça c'est le jeu là-dessus. Encore une fois, moi je suis pas contre du tout ça. Je veux dire, je défends Norris parce que j'en ai marre de le voir attaquer de toutes parts pour des conneries. Mais ils vont pas laisser le titre à Verstappen. Hein. Enfin, en tout cas, j'ose espérer parce que sinon, c'est vraiment. Alors, sinon, tu peux vraiment changer d'équipe. Ouais, franchement, là, j'en voudrais encore plus que 2017, quoi, parce que là, s'ils ratent ce titre pilote-là, c'est vraiment qu'ils ont chié de A à Z sur lui, quoi. Mais on n'est pas là. Mais on n'est pas là. Pour l'instant, 60, encore une fois, 10 points récupérés par week-end, ça fait quand même beaucoup, malgré tout, parce qu'il y a quand même possiblement 2 ou 3 week-ends aussi où la McLaren sera meilleure que la Red Bull et où fatalement ils vont reprendre des points Verstappen. Ouais, et là, ils n'en perdent quasiment pas. Ouais, c'est ça. Interlagos, c'est les 3 qui ciblent vraiment pour. On verra. Et Mexico, ils excluent pas non plus parce que du coup, avec l'appui, ça pourrait mieux marcher que les circuits normalement rapides. Mais j'ai noté dans un coin Interlagos, Qatar, Abu Dhabi, s'ils défoncent pas Red Bull sur ces 3-là. Ouais. Attention. Abu Dhabi, ça sera le dernier Grand Prix. Donc, voilà. Oui. Voilà, mais sur Interlagos, si ça va pas fort. Et attention aussi au rôle des Mercedes qui pourraient prendre des points aux uns et aux autres si ça se confirme qu'ils ont fait un peu des progrès et que de temps en temps ils se mettent au milieu. Peu qu'ils ont bien joué au loto, des fois, hop, la pochette de surprise. C'est ça. Le tac au tac. Faut se méfier. Bon, après Ferrari, je sais pas. Peut-être qu'on n'est pas à l'abri non plus de bonnes courses. Donc,
Tu Donc peux voilà, arrêter de parler des sujets qui fâchent, s'il te plaît? non, bah non, justement, parce que regarde, de qui on va parler. Ils étaient pas là. De Ferrari. Ils étaient pas là. Ils étaient là, c'est bien le problème. Bah oui, ils étaient là au début. Puis après, ils étaient plus là. C'est bien le problème, ils étaient bien là. Leclerc termine 6ème, Hamilton franchit la ligne en 7ème position. Il n'a pas franchi la ligne, il a franchi quelques limites de piste. Et puis il est rétrogradé en 8ème. Il a redessiné Singapour. Il a redessiné Singapour avec une chicane particulièrement rapide. Et alors évidemment, il a fait un crime de lèse-majesté sur Fernando Alonso qui n'avait pas besoin de ça. Après avoir envoyé chier Isaac Hadjar et son ingénieur de course, il a décidé de se défouler sur Lewis. Mais au demeurant, je ne peux qu'être d'accord avec l'ami Fernand, comme dirait Gaëtan Vigneron, puisque effectivement, Lewis Hamilton il allait un petit peu fort sur le coupage de chicane. On aurait dit du Alonso dans le test, qui avait fait la même chose en 2018 quand il avait voulu absolument marquer un point pour sa dernière course et que finalement il avait pris 10 secondes de pénalité. Mais Sochi aussi, non? Le petit départ à Sochi qui était sympa aussi. Oui, bah ça il avait dit non mais regardez, il y a que les pilotes pas britanniques qui sont pénalisés. Au final, il n'avait pas été pénalisé. Mais oui, ça c'était Alonso, c'est du grand communicant. Mais on va en reparler de lui après. Leclerc donc termine 6ème, Alonso 8ème. Un week-end décevant là clairement chez Ferrari. Personne n'a tenté de faire des mots. Autant d'habitude on essaie d'avoir des propos un peu tempéré, un peu limité. Là non. Leclerc dit on est loin des top, on est derrière les top teams, donc il ne s'inclut même pas dedans. Et même Vasseur qui est toujours un petit peu bienveillant et essaie toujours de voir le verre à dos à moitié plein. Là, il l'a plutôt vu à moitié vide et il avoue qu'il y a un gros problème de déficit de performance. Ouais, il y a eu une performance pas terrible. Et puis voilà, moi, le plus gros point d'interrogation, c'est comment on peut calculer de manière aussi mauvaise le refroidissement des freins, quoi. C'est-à-dire faire du lift and coast pour les freins dès le début du Grand Prix, qui en plus a dû s'accentuer sur la fin de course parce que voilà, il fallait encore plus les préserver que ce qu'ils l'ont fait. Je n'arrive pas à comprendre. Non plus. Voilà, ça me fait peur pour les Grands Prix qui vont être encore plus chauds, style le Qatar notamment, même si ça a été un petit peu décalé dans le calendrier, c'est un petit peu moins chaud qu'avant, mais ça risque quand même de faire mal. C'est une faute technique impardonnable pour moi. Alors certes, du lift and coast, ils avaient l'habitude d'en faire, mais plutôt pour préserver leur plancher, enfin la planche en bois qui était en dessous, mais pour les freins, excusez-moi, en plus sur les deux voitures, je comprends pas. Les essais libres, ils disent souvent même on a plus besoin de 3 séances d'essais libres, machin, tout ça. Je suis désolé, il y a eu 2 séances d'essais en plus qui étaient représentatives voilà, des conditions. Et ça n'a pas suffi à bien régler la taille ou des écopes de refroidissement des freins ou je ne sais quel réglage de balance ou autre qu'ils auraient pu adopter, mais c'est pas possible de perdre autant de temps sur une course complète sur un problème de lift and coast parfois 200 mètres avant le freinage, hein. Ouais. Ce qui est énorme. Non mais c'est Alors certes, il y a un petit peu de lift and coast à faire à Singapour parce que c'est le circuit du championnat sur lequel on consomme le plus de carburant. Donc voilà, même si vous avez le réservoir au taquet, vous pouvez évidemment pas faire le Grand Prix à fond. Voilà, c'est pas possible. Mais lift and coast, carburant plus freinage, non, là pour moi c'est carton rouge pour Ferrari là. Clairement, lift and coast sur 200 mètres, c'est de la Formule 1, hein. C'est ça. Franchement, j'ai énormément de mal à comprendre où ils sont foirés, mais pourquoi ils sont foirés. J'étais d'ailleurs très étonné de ne pas voir une presse italienne qui a sauté dessus parce que là aujourd'hui, franchement, ça aurait mérité. Ouais, j'ai trouvé totalement passive la presse italienne en ce moment. Alors, je sais pas s'il prépare quelque chose, mais je sais pas, mais là c'est pas très bon signe. Honnêtement, oui, bon, entre le fait que la performance n'était pas là du tout non plus, pour moi, c'est plus que le fait que la perf n'était pas là, c'est vraiment le. Voilà, comme dit Leclerc, s'il y a bien un circuit sur lequel ils auraient dû être là, c'était celui-là, parce qu'en termes de chaleur, circuit urbain, Ferrari était plutôt là, et Mercedes n'aime pas la chaleur. C'était tout le contraire. Alors certes, comme il a dit, Mercedes et Red Bull ont bossé sur la bagnole, pas McLaren et pas eux, et il n'y aura pas de nouveauté d'ici la fin de la saison, donc pour finir la saison sans victoire, c'est bien parti, s'il n'y a pas un peu de chance quelque part. Et voilà, et c'est un peu la soupe à la grimace, hein, chez Leclerc, clairement. Vasseur était pas, voilà, comme tu dis, pas très réconfortant sur les points positifs à tirer du week-end. Non. Non, franchement, mais je pense que là, pour le coup, il a dû bien sentir que ça aurait été un peu compliqué à justifier.
Bah, surtout que ça vient 2 semaines après la course de Bakou où ils espéraient avoir un bon résultat, où finalement ils se font encore endormir par la concurrence. Euh, Clairement, il n'y a rien. Et puis en plus, là, ils l'ont dit hier, et c'est le plus grave, c'est que la voiture est ce qu'elle est maintenant. Il n'y aura plus d'évolution, même sans recherche ou quoi, il n'y aura plus rien. Et la voiture est ce qu'elle est, et il a dit c'est ce qui nous attend sur la fin de saison. Et c'est vrai que ça risque d'être un peu long parce que sur les circuits où elle est censée aller bien, elle va pas bien, et sur les circuits où elle est censée aller moins bien, ça va encore moins bien. Et Ce qui simplifie nos pronostics maintenant. Du coup. oui, du coup on écarte un peu plus Ferrari effectivement. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai que ça simplifie pour nous, ça met un peu moins de monde possible sur le podium. Mais ouais, je pense que là clairement Ferrari, c'est pour moi, dans la dynamique actuelle, il n'y a aucune chance qu'il reste 3ème du championnat, et je pense qu'il faut finir derrière Red Bull, 4ème force, et c'est une grosse déception quand on voit que l'an dernier il passe à moins de 15 points du titre constructeur. S'ils se font remonter par Red Bull avec qui a 1,1 voiture, on va dire. Ouais, ouais c'est ça, hein. Mais ils sont pourtant Red Bull est à 9 points, 8 points. Donc, ça va faire mal, Là, pour moi, le mal est déjà fait, hein. Ils sont Red Bull à 290, pardon, Ferrari à 298, ouais. Sachant que sur les 3 dernières courses, Red Bull marque 58-76 et eux marquent 38. Donc le simple sur le double, c'est bien simple. Il y a que Williams qui marque un poil moins, 32 je crois. Donc, ouais. Depuis la pause estivale, donc ça fait pas des efforts. Non, c'est pas terrible, et ça montre qu'il y a beaucoup de soucis, quoi. Ouais, la disqualification de la Chine, elle a coûté cher. Elle a tout changé. Non, mais c'est sûr, enfin 0 pointé en Chine, 0 pointé aux Pays-Bas, ça fait mal, hein, ça c'est sûr. Mais bon, malheureusement, c'est souvent des problèmes attribuables, à part le sortie de Leclerc à Zandvoort qui s'est harponné, mais sinon, l'accident d'Hamilton et puis les disqualifications en Chine, c'est attribuable à l'équipe, donc il y a pas c'est pas des circonstances atténuantes, c'est même plutôt des circonstances aggravantes. Il y a intérêt à ce que la Ferrari de 2026 soit bonne, hein, parce que alors là. Ah bah là, je pense que là, c'est plus. Sinon, il y a des têtes qui tombent, il y a c'est plus une révolution de palais, c'est une insurrection de palais, là, si jamais. Et je pense qu'effectivement, ça tombera dans tous les sens. Hein, là, si la Ferrari 2026 est ratée, je pense que tous les mecs qui sont là depuis plus de 2 ans, 2-3 ans, c'est dehors. Et à juste titre, on ne pourra pas leur en vouloir parce qu'en fait, ils ont réussi la réglementation actuelle, mais ils ont régressé dans la réglementation actuelle 2 fois. C'est-à-dire qu'ils sont bons en 2022, ils commencent en étant quand même au niveau de Red Bull, hein, faut pas oublier, sur la première partie de saison 2022. Red Bull amène des évolutions qui les rendent plus lointains. 2023, ils ratent la voiture, ils remontent un peu en fin de saison. 2024, ils font un peu mieux, ils améliorent sur la saison au point d'être quasiment en train de jouer le titre constructeur, et cette année, c'est de nouveau une régression. Et ça fait beaucoup en fait. Et surtout, la régression de cette année s'explique uniquement par le fait qu'ils aient décidé un grand changement de suspension pour prévoir l'an prochain, où ils prévoient déjà de mettre des suspensions attirantes. Donc si jamais c'est raté de ce côté-là, il n'y a pas grand monde qui pourra justifier à la fois le sacrifice de 2025 et le ratage de 2026. Est-ce que quelqu'un a prévenu que quand Vasseur est parti de chez Renault, il n'avait pas besoin de poursuivre le plan à 100 courses avant de gagner? Ah non, mais c'est ça. Non, je réponds jusqu'où là, c'est à Otago là sur le chat. Il y a le plan Alpine, ça m'a fait penser, à ça. Tiens, il est parti avec le plan Alpine dans la tête. Ouais, c'est ça. Non, ils attendent pas 100 courses. Hein, chez Ferrari, c'est plan 1 course en général chez Ferrari. Comme le dit Yves, dire que John Elkann a été voir le pape, pour le moment, ça porte pas chance. Il faudrait une intervention divine pour les voir briller avant la fin de saison. C'est un peu ça. Hein. Là, on en vient à expirer le miracle. Toutes les voitures vont pas en avoir attirant, j'imagine, ça que tu voulais dire, Zoans. On sait pas, ça semble être le plus évident, mais c'est pas encore sûr que toutes les. C'est ce qui marche sur la McLaren, c'est ce qui marche sur la Red Bull. Ouais. C'est ce qui marche pas pour l'instant sur la Ferrari. Et Mercedes. C'est ce qui n'a jamais vraiment marché sur la Sauber non plus. Donc après, il y a eu du temps à marcher. Donc c'est pas une solution idéale et évidente, mais c'est une solution qui a souvent plus de potentiel quand on arrive à en tirer quelque chose. Mais c'est pas après, gagné. avec les modes X et Z de l'année prochaine, normalement, c'est vraiment la solution privilégiée. Parce que pour le coup, quand l'aileron avant va s'ouvrir, il faut vraiment que la suspension soit le moins possible dans le passage. Et là, pour le coup, la suspension attirante, c'est quand même mieux sur le papier. Exactement. Donc logiquement, on aurait quand même sur 100% de monoplace attirant l'année prochaine. Mais ça, c'est une logique d'esprit. Après, est-ce que ce sera la logique des ingénieurs? S'ils trouvent des choses, encore une fois, c'est que non. Xonas se demande sinon on en est où des règlements 2026? Est-ce qu'on les a? Non, toujours pas. On les a toujours pas de manière précise, en tout cas.
On sait comment ça va fonctionner après. Publié. Ils n'ont pas été mis à jour avec les valeurs précises. Oui. Voilà. Et après, on sait comment ils vont être, on sait ce qui va être concerné, tout ça, mais on ne sait pas encore comment, quelles sont les limites de chaque mode, etc. Ça se fait à la louche, tout ça. Ouais. C'est quand le début de la louche. Une grosse louche, ouais. C'est quand le début de la fabrication des voitures, c'était ça a déjà commencé, en janvier. En pièces réelles, les châssis, il y a déjà des maquettes, de toute façon. Donc, je sais que le châssis Cadillac est déjà frais, quasiment. Ouais. Ils ont passé un crash test. Donc, Bon Diablo demande qui les a. En fait, la FIA continue de les peaufiner avec les équipes parce qu'ils sont tombés sur un espèce de consensus pour tout le monde qui semble raisonnable sur qu'est-ce qu'on fait des modes. Parce qu'il y a des questions aussi sur les zones grises et tout ça aussi qui arrivent au fur et à mesure, et du coup, il y a des ajustements qui se font par des allers-retours aussi de questions-réponses. Parce que la FIA a bien dit que s'il y a des zones grises, il faut que les équipes les déclarent pour qu'on sache si elles sont exploitables ou non. Et deuxièmement, en fait, plus les équipes avancent dans le règlement, plus elles se rendent compte des défis, des obstacles, des soucis, des avantages, des inconvénients, et elles doivent adapter, elles doivent communiquer avec la Formule 1 pour adapter ensuite le règlement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est complexe, mais à la fois les équipes avancent là-dessus, et toutes les communications sont un peu mises en commun quand même auprès de la FIA, donc tout le monde avance à découvert. Pas au niveau, personne ne sait à quoi ressemblent les voitures de chacun, mais tout le monde avance à découvert avec ses trouvailles et ses obstacles, on va dire. Quand il y a des questions qui sont posées, forcément les autres s'interrogent pourquoi la question est posée. Et quand un ingénieur s'interroge, généralement il trouve les raisons de pourquoi la question est posée. Donc ça va être intéressant, mais des infos que j'ai, malgré tout, ça n'empêchera pas que les voitures soient très différentes les unes des autres. Les équipes sont encore en train de voir pour différents designs qui dépendent notamment de toutes les pièces qu'il faut encore développer, parce que chaque pièce développée amène des solutions différentes. Et donc il est très probable que les voitures soient très différentes, un peu comme en 2022. Et franchement, je ne sais pas pour me déplaire, parce que je trouvais que la réglementation 2022 était absolument dingue quand elle est arrivée avec toutes ces voitures qu'on pouvait reconnaître aisément, même sans livret. Donc ça, c'est cool. Voilà pour la petite parenthèse règlement technique. Je pense qu'on va pas s'attarder un peu plus sur Ferrari. Concrètement, non. Le tableau est pas ouf. On verra si c'est un peu mieux à Austin, mais c'est pareil. Austin, le problème, c'est que il faudra faire gaffe à la planche en dessous parce que les vibreurs sont très agressifs. Et fatalement, ici, il faut relever la hauteur de caisse, ce sera pas beaucoup mieux. On va passer à Aston Martin. Ça fait plaisir de les retrouver si haut. Ça fait plaisir en tout cas à nous. C'est peut-être pas plaisir à Fernando Alonso qui était particulièrement de mauvaise humeur hier. Il a d'abord il a d'abord commencé par s'énerver un petit peu sur Isaac Hadjar qui a eu l'outrecuidance d'essayer de lui résister et l'outrecuidance d'essayer de rester devant. Mais quelle honte, quelle indignité de la part d'Isaac Hadjar de vouloir faire ça. Donc forcément, c'est Alonso dit qu'il jouait au héros, à essayer de garder sa place et tout ça. Ensuite, son ingénieur qui a eu l'outrecuidance de lui donner des informations. Et du coup, il lui a dit si j'ai un message par retour, je coupe la radio. Sympa. Et puis après, effectivement, Hamilton qui a eu l'outrecuidance de couper les virages. Mais là, c'est vrai, il a eu l'outrecuidance de couper les virages. Mais voilà, donc notre Fernand marque 6 points, signe son meilleur résultat depuis un moment. Et pourtant, il était un peu en mode Hulk, plein de vert de rage, on va dire. Donc, grumpy. Voilà. Ouais, grumpy, comme l'a qualifié Isaac Hadjar. Donc grognon. Oui. Bon, en plus, il était pas très content du moment de s'arrêter aussi. Oui, aussi. Voilà. C'est vrai. Non, il n'y a rien qui allait en fait. Il n'y a rien qui allait. Mais bon, il finit 7ème, il n'y a rien qui allait. Donc, on dirait un peu du Verstappen qui se perd toute la course, qui finit 2ème. C'est un peu le même genre de course, mais c'est vrai que. Il s'attendait certainement à mieux aussi. Peut-être à meilleure qualification aussi, parce qu'il a quand même montré un bon rythme lors des essais et tout ça. Le vendredi, c'était très très bon, et c'est encore une fois un peu décevant de les voir perdre pied dans les EL3. C'est pas la première fois cette année. Alors, est-ce qu'il roule sans essence le vendredi? Des fois, je me demande, mais. Peut-être aussi. Mais là, en tout cas, clairement, oui, parce que le vendredi, lui, il dit on visera la Q3 et pas beaucoup mieux, et fatalement, il vise de la 5ème ligne, donc c'était juste. Il savait où était la voiture, mais en course, il a semblé fébrile. Et c'est un peu dommage, parce que finalement, sa course était très belle. La bataille avec Hadjar était belle en plus. C'était propre, c'était musclé, mais c'était propre. C'était même pas dangereux, même pas un peu délicat. Il n'y a même pas eu de décalage trop. C'est juste que oui, on s'est pas laissé de place, mais on s'est laissé juste assez de place. Donc ouais, c'était un peu dommage de voir Fernando s'énerver comme ça. Moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est que Hamilton finisse avec 5 ou 6 secondes d'avance sur lui au final, et que Hamilton ne prenne que 5 secondes et reste à sa place. ça m'aurait vraiment... Qui reste classé pour un 10ème et demi devant, tu vois.
Voilà, Ouais. c'est le truc très marrant. Mais c'est bon, c'est vrai qu'Hamilton, pour ceux qui ont vu les images, il a vraiment tout coupé. Hein. Ouais. Ça, évidemment, c'est pareil. Déjà 5 secondes, c'est généreux parce que. Franchement, 10, ça se faisait aussi. Hein. Ouais, 10 voire même plus, parce que vu le temps qu'il gagne, c'est large, hein. Même s'il perd 30 secondes, comme sur le dernier tour, je crois. Oui, sur l'avant-dernier tour, le dernier tour, il arrive à faire mieux. Parce qu'il a refroidi Oui, les freins justement dans l'avant-dernier. Mais dans l'avant-dernier, il perd plus de 30 secondes. C'est ça, il se débrouille pour finir juste devant Alonso. Bah, comme il s'est débrouillé pour finir juste devant Leclerc à Bakou. Ouais, exactement. Hein. Non, mais après, il m'a fait penser un peu, je reviens sur Hamilton, mais il m'a fait penser un peu à Hamilton aussi quand il crève dans le dernier tour à Silverstone en 2020 et qu'il a 35 secondes d'avance, il arrive à finir 5 secondes d'avance sur Verstappen. Bon, bah, là-dessus, c'est une belle gestion de crise, on va dire. Hein. Ça reste quand même de l'expérience qui parle. Mais bon, le cas de force majeure qu'il a invoqué à la radio, ça passe pas. Non, clairement pas. Et ouais, ça a pas été du goût d'Alonso qui était grognon, mais qui a fait un week-end au demeurant parfait, hein, selon moi. Pas grand-chose à dire de son week-end à part ça. Non, pas non plus. C'était un peu plus compliqué pour Lance Stroll, hein, de nouveau éliminé en Q1, la 12e fois sur 18, je crois, j'ai noté. Cette saison, et puis mais qui a fait de beaux dépassements quand même. Qui a fait de beaux dépassements, qui a fait un très long relais en pneus tendres, et ça, on peut dire ce qu'on veut sur Lance Stroll. S'il y a une énorme qualité, c'est sa gestion des pneus. Il a encore 38 tours. Voilà. Par contre, dès qu'il a chaussé les médiums, il a dit que ces médiums avaient 1000 je sais plus combien, 1000 tours. 1000 tours, ouais, c'est ça. Donc c'était beaucoup plus compliqué. Et puis bon, au final, il finit 13e. C'est loin. C'est loin d'Alonso et c'est loin du compte. Non, mais... Je sais pas si tu as grand chose à rajouter sur Stroll, mais... Non, bah après il y a eu le pari de la voiture de sécurité qui n'est pas arrivé, forcément, voilà. Donc bon bah voilà, si ça n'arrive pas, bah forcément vous faites que dégringoler, et bon bah voilà, il n'y a rien à gagner. Contrairement au pari qu'a fait Carlos Sainz, dont on parlera un peu juste après. Ouais, mais c'est vrai que faire un pari de safety car en étant en pneu tendre, c'est toujours un peu étonnant. Parce qu'au final, on sait que le relève, les pneus vont s'effondrer et que la fin de relève va être très difficile, donc... Après, comme l'a dit Pirelli, même s'ils avaient mis un pneu hypothétique C7 ou C8 ultra tendre, ça n'aurait pas changé grand chose non plus. Hein. Donc, c'est vrai. En plus, l'idée de partir en tendre avec la pluie était tombée quelques minutes avant, n'était pas forcément mauvaise. D'ailleurs, Verstappen l'a tenté aussi hein, pour bousculer un petit peu le devant, mais ça passait, hein, comme quoi. Ouais, effectivement. Sans voiture de sécurité, c'est pas possible. Et comme Flavio n'avait pas de stratégie particulière pour cette édition de Singapour. C'est-à-dire que pour avoir une stratégie, il faut quand même avoir une voiture qui vaut le top 10, quoi. Donc, voilà, il n'a pas grillé sa deuxième carte. Parce que là, tu fais une stratégie façon Singapour 2008, que Gasly t'a mis 14e, quoi, tu vois. Donc c'est pas fou. On y reviendra sur eux aussi. Donc voilà, pour Aston Martin, en tout cas, bon, c'est toujours 7ème place du championnat constructeur. Ils sont pas revenus sur Racing Bulls, malgré le fait que Racing Bulls ne marque pas de points. Ils visent encore la 5ème place du championnat constructeur. En tout cas, c'est ce que Cowell a déclaré pendant la conférence de vendredi. Ça me semble optimiste quand même. Hein, ça me semble de plus en plus optimiste. Williams, certes, a ralenti un petit peu la cadence, là, enfin, à part à son podium à Bakou, mais bon, c'est des petits points quand même pour Aston, hein, c'est pas... Et puis ils ont une bonne avance maintenant chez Williams, donc ouais, ça me semble... c'est ça, hein, avec le podium de Sainz en plus, bon, il y a quand même une classe d'écart hein, pour moi sur les deux. Et effectivement, quand ils marquent 6 points, Williams arrive quand même à marquer un point par-ci par-là, donc c'est pas comme ça qu'ils vont revenir dessus. Avant de passer à Williams, on va passer à As. Alors, ça a été très bien pour Oliver Berman qui termine 9ème après être passé en Q3 et Esteban Ocon l'a éliminé en Q1, 18ème position, et il était complètement perdu. Il ne sait pas ce qui se passe, il ne comprend pas pourquoi la voiture va pas très bien. En plus, il a eu ses ceintures qui ont pas, qui se sont pas mises comme il fallait. Enfin bon, c'était un week-end encore très compliqué pour Esteban. Oliver Berman, rien à dire, hein, c'est sa première Q3 depuis pas mal de courses. C'est 3ème Q3 seulement de la saison, mais très très bon. Franchement, globalement, c'était plutôt efficace pour le jeune Britannique qui montre qu'il est quand même solide. Hein, il est encore un peu brouillon, mais moi je trouve que niveau performance pure, en tout cas, il y a du potentiel comme on l'avait déjà vu l'an dernier. Non, Berman a été encore une fois. Sur ce week-end-là, en tout cas, c'est un week-end qui est quand même pas évident. Hein. C'est Singapour, c'est les murs, c'est de la chaleur, c'est l'humidité.
c'est une longue course, rapide en plus, parce que voilà, il n'y a pas eu de temporisation avec une voiture de sécurité. Ouais. Et il l'a mené correctement de A à Z, donc bravo à lui. Presque un petit remake de ce qu'il avait fait en Arabie Saoudite pour sa première course pour Ferrari. Voilà, comme quoi les circuits urbains, il a l'air aussi de bien aimer ça. C'est vrai. Et, parce que même Bakou l'an dernier, il fait des points aussi. Ouais, donc non, franchement, il a l'air d'être à l'aise sur ce genre de tracé. Ouais, et puis voilà, comme tu as dit, Esteban, malheureusement, il s'est un peu foiré. Alors, son équipe s'est un peu foiré sur les ceintures, effectivement, en Q1. Le deuxième run, je sais plus ce qu'il a eu, mais oui, il y a un autre souci. Il a un drapeau aussi. jaune qu'il est le seul à respecter, puisque les autres pilotes ne ralentissent pas vraiment et lui ralentit. Donc, mauvaise qualif, mauvais résultat. Voilà, pas chercher de midi à 14h, même si Carlos Sainz a prouvé qu'avec une voiture disqualifiée, on pouvait marquer un point. C'est vrai. Oui, quand même, il faudra quand même le dire. Hein. Mais voilà, c'est pas Jojo pour Esteban, malheureusement. Après, voilà, il était quand même dans le rythme de même mieux que son équipier, je crois, en libre, il me semble. Donc il était, voilà, c'est juste, voilà, ça s'est foiré au moment où il fallait pas se foirer, c'est-à-dire les qualifs. C'est ça. Après, au championnat, il reste toujours devant Berman, 28 points pour lui, 18 pour Berman. C'est quand même lui, et ça reste quand même lui globalement le taulier chez As, mais attention, c'est vrai que les petits jeunes en sont particulièrement efficaces. Et As, bon, est toujours 9ème du championnat, ils sont à 9 points de Sauber, ils sont à 21 points d'Aston Martin, qui est donc même à 34 points de Williams, comme on en parlait tout à l'heure. Et ils sont As, qui est donc 9ème avec 26 points d'avance sur Alpine. Alors là, c'est pareil, ça semble quand même globalement de plus en plus acquis pour cette 9ème place. On en reviendra tout à l'heure pour parler d'Alpine. Voilà pour As, sinon effectivement, qui aussi ont eu la surprise de recevoir un coup de fil de Christian Horner quelques jours avant le Grand Prix. Ouais. Donc voilà, mais je pense que j'imagine difficilement Yao Komatsu bien s'entendre avec Christian Horner. Mais bon. En tout cas, je vois pas s'être débarrassé Steiner pour récupérer Horner dans la foulée. Mais après, peut-être que je me trompe. Non, mais si Ginas veut vendre un peu des parts de son écurie, je pense que voilà. Je pense que c'est uniquement de ce côté-là. Hein. Parce que pour l'instant, c'est quand même l'équipe As qui est quand même la moins chère du plateau, hein, clairement. Je pense que As et Alpine sont les deux équipes les moins chères dans lesquelles investir. Donc oui, Komatsu a confirmé qu'il y avait bien eu un coup de fil. Un coup de fil exploratoire, voilà, mais ça n'avait pas été plus loin, a priori. Effectivement, comme le rappelle Xoans, As qui a fait un essai TPC dans la semaine précédente, Test of Previous Cars, alors il y avait Esteban Ocon qui était présent sur le circuit, Fred Vasseur est venu parce que c'était au Mugello, il y avait James Hinchcliffe qui a tourné une petite séquence pour... Mais Ferrari tournait aussi, hein. Ferrari tournait aussi, oui, c'est vrai, Ferrari était aussi en essai, exact. James Hinchcliffe a tourné une petite séquence pour F1 TV et surtout évidemment Romain Grosjean était au volant pour boucler la boucle, pour retrouver le volant d'une Formule 1, découvrir ces Formule 1 à effet de sol qu'il n'avait jamais testé et verser sa petite larme à la fin parce qu'il avait été ou pas loin en tout cas. Et c'est bien parce que c'est vrai qu'il n'avait pas repris le volant d'une Formule 1 depuis son terrible accident de Bahreïn 2020. Ça avait failli se faire avec Mercedes, ça n'était jamais fait. Et puis Komatsu qui connaît Grosjean depuis toujours, hein, puisque ils étaient ensemble chez Lotus et ensuite ils se sont retrouvés chez As. Il a décidé de lui offrir cette opportunité avec une vraie voiture de course il y a 2 ans. Voilà, donc c'était bien, c'était cool de voir ça. Et puis je pense que pour Grosjean, c'est la manière de faire un au revoir propre et correct à la Formule 1, voilà, qu'il a quand même marqué en 11 ans de carrière. Donc merci à As et bravo à Romain pour tout ça. On va passer à Williams. Williams qui marque 1 point avec Carlos Sainz. Alex Albon termine 14ème, toujours 5ème au championnat, mais effectivement double élimination en Q2 suivi d'une double disqualification pour un DRS trop ouvert. C'est pas de chance, hein. C'est pas de bol. Eux étaient persuadés que le DRS ne s'ouvrait pas trop et puis la FIA on a dit autrement et effectivement, une fois qu'on est disqualifié doublement à Singapour, marquer 1 point, c'est déjà pas trop mal, comme tu le disais juste avant. Sainz fait une très belle course pour remonter jusqu'au top 10. Oui,
Sur le coup de la fente DRS qui était plus ouverte que les 85 mm, je crois, C'est si ça. je ne me trompe pas, réglementaire, James Walsh a déclaré que voilà, c'était pas tolérable, que selon leurs mesures c'était bon, mais selon celle de la FIA, ça n'était pas. Donc il y a une enquête qui a été lancée juste après la nouvelle pour comprendre d'où l'écart de mesure vient. Soyez rassurés, c'est de la Formule 1. Si c'est au demi-millimètre près, c'est pas plus que ça. Hein. Voilà, c'est là du 85,5 ou du 85,3 ou du 85. Ça va pas jouer à plus que ça en général. Non. Donc voilà, il faut juste qu'ils voient pourquoi et où ça a pêché. Mais sinon, oui, bah voilà, double disqualification, pas évident. Hein, à encaisser à Singapour. C'est probablement un des pires circuits. Ouais, c'est ça. C'est coriace. Albon qui part en plus descendre pour changer des réglages. Mais Sainz, voilà, qui fait la bonne course qui va bien avec le changement de pneu au bon moment avec la bonne stratégie pneumatique. Le rythme qui va bien. Et donc, ouais, ça fait un point quand même derrière. Donc, sacrée remontée quand même. Là, pour le coup, on peut le saluer parce que c'est pas évident. Ouais. Et Xoan se demande comment ils se font disqualifier ici et pas ailleurs. Je pense que c'est un ensemble de choses. Déjà, il faut savoir que Williams n'a pas d'aileron 2025 pour les circuits à fort appui. Donc c'est toujours l'aileron de la voiture de l'an dernier qui est posé sur la nouvelle. Plus des vibreurs un peu agressifs, des bosses, un réglage un peu extrême peut-être qu'ils ont essayé d'optimiser. La chaleur, un peu de dilatation. Voilà. Et puis on se retrouve avec un petit peu d'écart en trop. Mais en tout cas, ouais, c'est pas une pièce. Ça, c'est vrai que c'est Alex Albon qui l'avait notamment rappelé à Bakou. Ils n'ont pas d'aileron spécifique. Même si l'aileron est en carbone, c'est un actuateur en métal qui fait donc un peu de chaleur, un peu trop de chaleur, un peu trop de voilà. Vous avez une pièce qui se dilate un peu trop, ça ouvre un peu plus. Et voilà, c'est le genre de bêtises qui peut effectivement vous mettre dedans, quoi. C'est ça. Et oui, ils peuvent la régler, Xoan. Ils peuvent la régler pas sous parc fermé quand la voiture est sous scellé, mais sur le travail sur la grille. C'est pas un réglage très compliqué à faire en fait. Hein, c'est juste une question de. Enfin, c'est un réglage assez mécanique assez basique et du coup ils peuvent le faire avant la course. Donc pas de changement d'aileron, juste un réglage du flap qui était en fait sûrement réglé vraiment de manière agressive pour être au maximum de l'ouverture parce qu'ils ont dû se dire qu'avec 4 zones DRS c'était important d'avoir un DRS optimisé et puis bah, malheureusement avec l'un ou l'autre des facteurs en plus ça a fait quelque chose qui était hors règlement tout simplement. Et bon bah effectivement hein, comme d'habitude le processus classique. Le délégué technique Joe Bauer dit j'ai redécouvert une anomalie, je la transmets au commissaire et dans ce cas là on sait que ça pue et que ça va forcément finir de la même façon parce que les commissaires sont jamais à l'encontre de ce que dit Joe Bauer et au contraire c'est toujours validé comme disqualification derrière. Donc on a titré les Williams vont être disqualifiés samedi parce qu'on savait très bien comment ça allait terminer. Effectivement ça n'a pas manqué quelques heures plus tard d'être confirmé par la fédération. Donc voilà, mais bon ça reste effectivement partant de ce postulat, ça reste meilleur que pouvait faire Williams. Et puis bah voilà, ça reste toujours la casse est limitée. Derrière eux, les équipes se prennent des points, donc finalement pour l'instant ils continuent de Grand Prix en Grand Prix à ne pas trop souffrir par rapport aux autres courses, aux autres équipes, je veux dire, au niveau du classement constructeur. Ce qui demande, on peut pas mettre Joe Bauer au règlement de course, c'est le seul compétent. C'est vrai que Joe Bauer, il est très très compétent. Faut pas oublier que c'est un ancien acolyte de Charlie Whiting. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Ça en dit long sur le. C'est le seul qui s'est pas fait virer par MBS encore. C'est vrai, c'est vrai. Pourtant, je pense pas qu'il ait sa langue dans sa poche, mais bon, comme quoi des fois, certains arrivent à rester. Après, c'est vrai qu'il est particulièrement compétent, donc ça aide aussi. Bon voilà pour Williams, il n'y a pas grand chose de plus à dire de ce Grand Prix pour eux. C'était un peu moins flamboyant qu'à Bakou évidemment. On va passer à Racing Bulls qui manque les points de peu. Adjar termine 11e, Lawson termine 15e, l'équipe est toujours 6e du championnat. Elle voit As reprendre un peu des non pas As pardon. Elle voit Aston reprendre un peu des points, mais voilà pour l'instant ça tient encore à la 6e place. Alors Alonso leur a mis à attaquer aussi en disant que de toute façon Adjar jouait le héros mais que c'était tant pis pour eux parce qu'ils avaient une très bonne voiture et pas beaucoup de points. Voilà, donc prenez ça au passage. Hein. Au demeurant, plutôt bon week-end enfin ça n'a pas été trop mauvais. Après c'est vrai que c'était un petit peu décevant par rapport à Bakou notamment, mais Racing Bulls, comme l'a dit Lawson, ils ont toujours une base solide et puis une voiture qui est à peu près fonctionne partout, ouais. Qui fonctionne partout. Après Adjar était encore une fois très déçu en qualif parce qu'il s'est raté de nouveau
sur le dernier tour rapide, et il pense que sinon il aurait pu sans problème accrocher une place dans le top 6-7, quoi. Ouais, ce qui aurait changé du coup la physionomie de la course, clairement pour lui. Bon, malheureusement, ça s'est pas passé comme ça, hein, mais moi j'ai pas grand chose à dire sur la course de Racing Bulls pour le coup. C'était un peu moins performant que sur d'autres circuits, clairement. Il n'y avait pas le rythme de course qu'on a pu voir sur notamment à Bakou ou même à Monza. Parce qu'à Monza, par exemple, Adler nous fait quand même une super remontée aussi. Clairement. Là, le rythme de course, ils étaient plus ou moins à leur niveau. Enfin, il n'y avait rien de spectaculaire en course, pour le coup. C'est-à-dire que Isaac n'a même pas réussi à compenser un petit peu cette mauvaise qualif. C'est resté à peu près au niveau où ils étaient. Et voilà, donc je n'ai pas énormément de choses à dire en plus sur la course de Racing Bulls. Pour le coup, c'était un peu transparent. Ouais, 2 accidents pour Lawson. Ouais, oui, ça il a dit lui-même que ça compromet sa qualif, et donc du coup ça compromet sa course. D'ailleurs, Marco lui a dit sur la grille devant les caméras autrichiennes, don't crash. Voilà, ça fait toujours plaisir juste avant la course de se prendre un petit taquet comme ça. Bon petit coup de pression de Helmut. C'est ça, voilà. Comme il sait si bien les faire. Hein, exactement. Donc voilà, c'est la petite anecdote. Mais ouais, ça, il y a eu un peu de débris de carbone répandu dans les rues de Singapour par Racing Bulls. Mais bon. C'est ça. Et effectivement, comme il dit dans Phoenix, petit problème moteur pour Adjar qui lui coûtait une poignée de dixième par tour. 5 dixièmes quand même. Ah, il est 3 à 4, il a dit son ingénieur. Perman est monté à 5 dixièmes dans son communiqué de presse. D'accord. Voilà. Qui dit mieux? Austin, on parlera d'une seconde au tour. Hein, c'est ça. Clair. On aurait pu gagner sans ça. Mais on a un petit tacle à Honda, mais à chaque fois qu'il y a un petit problème de moteur, le mot Honda n'est jamais cité. Hein. Non, jamais cité, mais toujours ce moteur, et on tacle quand même le moteur. C'est ça. Donc, exactement. On sent qu'il y a un petit peu de tension dans cette fin de partenariat qui a commencé avec l'équipe en 2018, hein, puisque c'était Honda était avec Toro Rosso avant de rejoindre Red Bull. Mais là, oui, on sent que ça, quand il y a un petit souci, on n'ose plus se le dire en face. Honda a l'air d'avoir vraiment bétonné la com autour de, parce que à chaque fois qu'il y a un problème sur le moteur, ils disent même qu'ils n'ont pas le droit d'en parler. Donc je pense que Honda a bétonné la com quand ils sont revenus en 2022 en disant maintenant on arrête de se faire victimiser par la moitié des équipes qu'on fournit, et puis on se fait respecter. Donc en soi, pourquoi pas, c'est légitime de le vouloir. Mais après, effectivement, plus de problèmes de moteur Honda sur la Racing Bulls que sur la Red Bull aussi. Donc l'intégration châssis doit avoir un minimum de rôle là-dedans aussi. Hein. Sur la Red Bull, c'est plutôt le problème de la boîte de vitesse en général pour Max. Mais bon, pas de problème. C'est plus une question de sens qui va pas. C'est plus une question de sensation. C'est une question de sensation de Max que de choses qui ne vont pas vraiment, on va dire. Voilà. C'est ça. Il aimerait avoir une autre sensation, soit à l'upshift, soit à downshift. Ouais. Montée de rapport, descente de rapport. Voilà, c'est ça. Et souvent, il a des problèmes avec la descente de rapport. C'est des choses qu'il a l'air d'être sensible. Et c'est surtout les pilotes qui sont très pointus sur des trucs spécifiques. On se rappelle de Hamilton qui disait toujours mes pneus sont morts et qui faisait des meilleurs tours juste après. Verstappen dit j'ai des gros problèmes avec le downshift, et puis derrière il claque un meilleur temps. C'est des pilotes qui ont souvent des difficultés. En fait, ils ont besoin de verbaliser ça parce qu'ils ressentent quelque chose. Et voilà, et puis derrière ils arrivent à le contourner, et puis en fait ils arrivent à aller encore plus vite. Donc c'est souvent qu'ils arrivent à détecter comment faire mieux avec la voiture. Au final, c'est plus ça que des vraies plaintes de problèmes. Si vous aimez pas Max Verstappen, n'attendez pas ce qu'il abandonne quand il dit j'ai un problème de downshift, ça n'arrive pas. Hein. C'est vraiment juste une question de feeling. Oui, c'est ça. En fait, pour vous expliquer, c'est au rétrogradage. Ça peut avoir tendance à faire des micro-blocages de roue arrière. Voilà, et c'est justement ce genre de choses que les pilotes n'aiment pas. Donc, arrière, il a dit qu'il y avait un frein à main. À un moment, il a dit j'ai un frein à main, aidez-moi. Donc il lui a dit, Jean-Pierre Lombézé lui a dit tu mets position machin, strat machin, et puis derrière ça allait un peu mieux. Donc voilà, on sait ce qu'on fait chez Red Bull, clairement. Bientôt, on leur mettra des boîtes autoconvertisseurs. Il arrêtera de se plaindre. Ouais. Une CVT. Une CVT. Une CVT d'une Prius 1. Cela dit, Honda fait une ICVT avec des simulations de rapport de vitesse. Donc oui, bon, c'est pas non plus parler des bouses. Hein. C'est bonne technologie. Technologie de mobilette, hein. Oui, je rappelle. C'est sûr, mais optimisé pour la voiture. Lambeau Diablo dit Adjar va aller chez Red Bull sûrement. Lawson par contre, normalement, sauf catastrophe, il sera quand même chez Racing Bulls parce que, encore une fois, la chance qu'il a, c'est qu'il n'y a pas grand monde derrière. Hein.
Ouais. Et Otago dit tout le monde en Honda Jazz, évidemment. Moi, c'est une voiture que j'ai eue et demeurant pour faire un daily, c'était très très bien. Et effectivement, elle avait la ICVT avec ses simulations de rapports de boîte. Thierry dit si Marco prend Lawson en grippe, c'est pas gagné pour lui l'année prochaine. Je pense qu'il n'a pas pris en grippe et je pense que Marco a l'air de moins prendre en grippe les pilotes parce qu'il se rend compte qu'à force de prendre en grippe les pilotes et de les virer au bout de 6 mois, il n'y a plus personne. Hein, donc quand tu es obligé de. Voilà, après il va pas rappeler Daniel. C'est Laurent Mekies qui va piloter à force. Ouais, c'est ça. Là, il va rappeler Daniel 4 encore une fois en lui disant écoute, tu veux pas revenir parce que là, on n'a plus personne. Pour piloter à côté de ton beau-frère. Ça permettra de voir un peu plus ta fille. Truc horrible. Bref, mais c'est vrai qu'il est un peu plus détendu depuis qu'Eleanor est parti aussi. Oui, c'est Tsunoda qui saute. Hein. C'est Tsunoda qui. Ouais, clairement, il y a pas de, il y a peu de doute là-dessus et peu de chances que ça change jusqu'à ce que décision soit prise. Clairement. On va passer à Alpine. Alors, par rapport à la course d'avant, c'est bien parce qu'ils sont pas derniers. Voilà. Que dire de plus sur Alpine? Il n'y a pas la fiabilité, il n'y a pas la performance. C'est ça. C'était attendu en même temps. Hein, donc, genre là, pour le coup, ils annoncent clairement qu'avant, ça passera pas bien. Et puis, effectivement, ça se passe pas bien. Et maintenant, au moins, il n'y a plus de grand discours. Hein, là. Moi, par contre, ce que je note, c'est que Colapinto, au fur et à mesure, il va quand même de plus en plus taper Pierre Gasly. Quand même. Ouais. Pour moi, Colapinto, il faut le prolonger l'an prochain parce qu'il arrive enfin à être à l'aise. Et avec une voiture qui ne va pas être simple. C'est ça. Donc, c'est rassurant, je pense, pour Briatore. Oui. Il y a quand même mis des billes sur l'Argentin. Donc, Et c'est rassurant pour Colapinto qui a quand même, faut pas oublier, marqué des points l'an dernier avec Williams pour ses débuts en Formule 1 quasiment, à sa deuxième course. Donc voilà, c'est pas un manche, il est pas mauvais, il est pas devenu nul du jour au lendemain et je suis content pour lui qu'il arrive à surnager là-dedans alors que ça aurait été dommage qu'il se fasse sacrifier. Il y a déjà eu un sacrifice cette année à la personne de Jack Doohan qui faisait pas un mauvais taf non plus. Et si on peut éviter de sacrifier des pilotes à l'appel, ça peut être bien aussi. Hein. Oui, pour mettre qui en plus Paul Aron qu'on a vu qu'en essai libre pour l'instant. Qui fera pas beaucoup mieux que les deux autres et qui sera aussi à la fin. Donc, non, si Colapinto commence à prendre la mesure de la voiture, de l'équipe et être dans les chronos de Pierre, il n'y a rien à redire. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas de raison qu'il puisse pas garder son baquet en tout cas. C'est ça. Hein. Et puis de toute façon. C'est déjà au moins cette partie-là, partie pilote est moins un peu réglée. Quoi. De toute façon, ils ont été. Après, ils n'ont pas l'embarras du choix parce qu'ils ont été refoulés par Pérez, refoulés par Bottas. Bon, à partir de là, quand tu as des pilotes qui veulent revenir à F1 mais qui veulent pas revenir chez toi, c'est que généralement ça va pas fort. Ils n'ont pas voulu Mick Schumacher. Ils n'ont pas voulu Mick Schumacher, qui restera pas chez Alpine du coup. Donc voilà. Petit problème réglé, ça va être un des jeunes pilotes. Je suis quand même un peu étonné qu'ils aient refoulé Mick Schumacher aussi vite parce que Colapinto c'était quand même pas gagné qu'il arrive à ce niveau-là sur la fin de saison. Je suis assez d'accord. Mick Schumacher a vraiment souffert de son passage en Formule 1. Et pas de bol pour lui, parce que petite parenthèse, Alpine, ils ont gagné en WEC, mais c'est pas avec sa voiture à lui. Du coup, pas de chance pour lui, mais effectivement, belle victoire de Alpine en WEC. Alors, ça n'a pas grand chose à voir avec Enstone. Avec Enstone. Par contre, ce sont des moteurs fabriqués à Viry. Et c'est l'équipe Signatec de Philippe Sino qui gère le projet. Donc bravo à eux, bravo à Philippe Sino qui est un grand de l'endurance. Et puis voilà, après il y a la BOP qui joue évidemment, mais Alpine au moins quelques motifs de satisfaction en dehors de la Formule 1. En Formule 1, il faudra attendre 2026 et continuer de parier là-dessus, continuer de dire que tout ira mieux en 2026, que tout sera réglé. Moi, je tiens à dire quand même que quand je vois les performances de l'Alpine sur des circuits où le moteur n'a aucune influence, je me dis qu'il y a du taf avant d'avoir une équipe qui jouera le top 4-5 et évidemment des victoires ou des titres comme ils espèrent le faire d'ici moins 3 ans concrètement. Donc voilà, j'ai un peu de mal à les voir changer du tout au tout l'an prochain. Il y aura peut-être une petite progression, mais pour moi ils font pas mieux que 6-7e au classement du constructeur quoi qu'il arrive. Oh, c'est dur de prédire comme l'année prochaine. Le moteur règlement change tellement que. Ouais, non, mais je pense. En vrai, c'est vraiment un feeling par rapport à ce qu'ils font, par rapport à comment ils développent les choses et tout ça. Hein. Je ferai mon mea culpa si je dis n'importe quoi, mais ouais, je sais pas. J'ai du mal à croire que Alpine va miraculeusement mettre la main sur quelque chose alors qu'ils ont une équipe technique qui n'est pas stable, un directeur de l'aéro qui est parti courant 2025, des investissements qui sont pas à la hauteur de leurs concurrents et voilà, je pense que. Il n'y a pas de recette miracle en fait. Là, on dirait que la recette miracle, c'est on a un moteur Mercedes, tout va fonctionner. Mais il n'y a pas que ça. Hein.
Si moto Mercedes il fonctionne pas. Hein. Ouais, et puis il y a quand même 2 modes aéro à traiter, il y a quand même toutes les parties périphériques autour de ce mode aéro qui sont dictées par ça et qu'il va falloir... Parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte que l'an prochain, les voitures vont avoir 2 modes aéro et que l'équipe qui va s'en tirer le mieux, c'est celle qui arrivera à faire fonctionner le reste de l'aéro de sa voiture avec les pièces des 2 modes, enfin avec les pièces comme elles sont dans les 2 modes. Et c'est ça en fait qui va totalement changer la donne, et donc c'est 2 fois plus de défis pour les ingénieurs, parce qu'il faut justement réussir quasi pas 2 monoplaces, mais 2 exploitations de monoplaces. Et ouais. Tout en ne pénalisant pas la récupération d'énergie ou le déploiement d'énergie. Exactement. Aussi, parce que si vous avez un aéro efficace en plus, c'est autant d'énergie gagnée sur les lignes droites. Donc, totalement. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte, ce qui fait que ce règlement-là ne sera pas évident à maîtriser, ça c'est clair. Non, clairement pas. Clairement pas. Mais bon. Pour l'instant, tout le monde est à égalité sur la ligne départ. Exactement, ça c'est sûr. Voilà, mais en tout cas, du coup, là, sur le week-end de Singapour, ça fait une 16e place pour Colapinto, une 19e pour Gasly, qui n'avait pas grand-chose à dire. Partie des stands aussi. Ouais, partie des stands, et puis pour la performance, il a dit 3 mots à Canal+, qu'il lui a dit on vous embête pas plus, donc ça laisse imaginer à quel point c'était pas la grande joie. Non. On va dire. Donc voilà, et puis on va terminer avec Sauber, qui a fait son plus mauvais week-end depuis bien longtemps, hein, quand même. Faut dire ce qui est, ça n'a pas vraiment bien roulé pour Bortoleto et Hülkenberg. Hülkenberg qui a en plus fait un tête-à-queue à haute vitesse, alors bravo à lui de ne pas avoir touché un seul mur, parce qu'il a fait un tête-à-queue dans une échappatoire où il aurait largement pu taper des 2 côtés, et finalement il arrive à glisser sa voiture là-dedans sans frôler un mur, donc bravo à lui. Mais bon. Elle a failli avoir un safety car. Hein. Ouais. Mais on l'a pas eu. Il a fait des efforts, mais il n'y a pas eu de safety car. Non, c'était limite, mais ça s'est passé. Et puis, après, voilà, hein, Bortoleto toujours solide quand même, même si là, ils étaient qualifiés un peu loin, et puis la course s'est pas déroulée comme il fallait pour eux, donc pas grand-chose à dire pour Sauber non plus. De toute façon, eux, c'est un peu comme pas mal d'équipes du peloton, ils espèrent des bons résultats sporadiques, et ils savent très bien qu'il y a des circuits sur lesquels la voiture va pas aller aussi bien. Partant de ce postulat, ils savent que il faut endurer les mauvais week-ends, hein, tout simplement. Oui, c'était pas non plus un circuit taillé pour la Sauber, clairement. Ça ira peut-être mieux certainement à Austin, je pense, où ça c'est un peu plus dans les qualités de la C45. C'est vrai. À voir effectivement ce qu'ils peuvent réussir à faire, parce qu'ils, comme de temps en temps, ils jouent les troubles faits un peu dans la bataille pour justement cette 5e, 6e, 7e place, où ils viennent chipper des points, soit à Aston, soit à Racing Bulls, soit à Williams. Donc on peut avoir un petit peu un peu le minimax Verstappen du peloton, on va dire, avec Sauber qui vient un petit peu perturber cette bataille-là. Et parce que quand la voiture fonctionne bien, ça fait des points sympathiques. Donc voilà, ça peut. Sur ce coup-là, voilà, il faut aller bien dernier, comme on dit. Hein. C'est ça. Après, il n'était pas dernier sur le papier en termes de performance, mais en exploitation course, c'était le cas. Ouais. Alors que d'habitude, la Sauber est quand même meilleure en course qu'en qualif. Donc, c'est vrai. Pour le coup, il y a quelques questions à se poser aussi. Ouais, c'est vrai que ça évolue de toute façon d'un circuit à l'autre. Hein. On voit même Tsunoda qui disait qu'il était avant, il avait pas de problème en qualif et qu'il avait des problèmes en course. Maintenant, c'est l'inverse. Donc, on voit que les voitures auront été difficiles jusqu'au bout. C'est la 4e année d'exploitation de ces voitures, et finalement, les équipes subissent un peu les caprices des monoplaces. Hein. C'est aussi simple que ça. Moi, je pense que c'est aussi une question du budget cap, hein, qui concrètement empêche les équipes de tourner H24, et que finalement, ils n'ont pas la connaissance qu'ils avaient des voitures d'avant. Ils peuvent pas les rendre aussi pointues qu'elles l'étaient, donc tant mieux, parce que ça fait des incertitudes et puis des défis à relever pour les équipes. Mais voilà, donc c'était le Grand Prix de Singapour, 18e manche du championnat. La prochaine sera à Austin dans 2 semaines. Grand Prix de nuit, de nuit pour nous, de jour pour les Américains, mais ce sera tard le soir avec des qualifs à minuit, je crois, course à 21h. Enfin voilà, ça va être comme d'habitude sur le continent américain. Avant de se quitter, on va quand même parler des pronostics, puisque nous avions fait nos pronostics pour Singapour. Alors, Alex avait mis Piastri, Hamilton, Russell. Donc là, on a un seul pilote mal placé, avec encore une fois un espoir de Ferrari qui était un peu malheureusement, qui
n'a pas fonctionné. Moi, j'avais mis Norris, Russell, Piastri. Donc, j'ai 2 pilotes mal placés. Et Franck avait mis Verstappen, Norris, Russell. Donc, bravo, tu as les 3 pilotes, pas dans le désordre, mais tu les as quand même tous les 3. C'est donc toi qui a fait mieux que nous. Donc, bravo à toi. Et on a fait ce matin nos pronostics pour Austin. Alors, toi, tu as mis du coup Verstappen, Norris, Russell. Donc, tu es reparti sur le même trio. Oh, sans faire exprès en plus. Sans faire exprès. Oui. Alex a mis Norris, Piastri, Verstappen. Et moi, j'ai mis Russell, Verstappen, Norris. Donc, concrètement, on a tous. Enfin, on mise pas trop sur Piastri. Mais bon, après, c'est une question dynamique. Et puis voilà, ça peut. Contexte d'année, double disqualification de Ferrari. Non, je pense qu'ils seront dans le groupe qui est leur maintenant, 6-7e. Plus personne qui ose mettre Ferrari sur le podium, hein, quand même. Bah, ils sont pas. Clairement, ouais, là, ils jouent plus en ce moment les 7, 6, 9e place que le podium. Hein. Donc voilà, et d'ici là, évidemment, vous pouvez toujours suivre l'actualité sur Next Gen Auto. On se retrouvera donc dans 2 semaines, le lundi 20. Après le Grand Prix des États-Unis. Donc là, après, il y aura le Mexique la semaine suivante. La fin de saison va s'enchaîner quand même assez vite, hein, parce qu'après, derrière, il y aura le Brésil, Las Vegas, le Qatar et Abu Dhabi. Donc voilà, ça va être... Weekend Sprint, Austin. Weekend Sprint à Austin, effectivement. Un des 2 Weekend Sprint, 3 Weekend Sprint restants. Puisqu'il y a Austin, le Brésil et le Qatar, hein, c'est ça, en sprint. 2 semaines, c'est un énorme break, effectivement. Un contexte d'année, quasiment des vacances. D'ici là, C'est ça. vous profitez bien de votre temps libre. Et puis, merci de nous avoir suivis. Merci Franck d'avoir été Merci là. à tout le monde. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, continuez à vous intéresser à la Formule 1, évidemment. Parce que nous, on fait tout pour que vous ayez toutes les infos. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao. Ciao, ciao.